vendredi 31 janvier 2025. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait un immense plaisir de vous retrouver pour cet épisode spécial du F1 Podcast. On vous l'avait promis en fin de saison. Nous voilà, un peu plus d'un mois après qu'on s'est laissé. On est de retour pour adresser les différents sujets qui ont attiré votre attention au cours des dernières semaines dans le monde de la Formule 1. Et sans plus tarder, il est maintenant temps de faire la place à nos collaborateurs et on débute maintenant. Il est le champion de la F2000. Il est le dernier pilote à avoir triomphé au circuit Gilles Villeneuve en F1600. Jean-Christophe Trahan, comment ça va? Ça va super bien, mon mari. Content d'être de retour avec vous. J'espère que toi aussi. Ben, bien content de te revoir avec nous autres pour une autre saison du F1 podcast. Encore une fois, on va avoir beaucoup de plaisir. On commence aujourd'hui avec tout plein de sujets. Super le fun de qu'est-ce qui a été, de qu'est-ce qui a retenu l'attention, surtout chez les auditeurs. On se fie surtout là-dessus ici pour avoir bâti cet épisode-là. Et il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Il est aussi l'auteur derrière les chroniques que vous pouvez déjà lire, là. Ils ont déjà été publiés à plusieurs reprises qui s'appelle En route vers 2025. Donc, ça vous permet d'avoir un peu l'état des pilotes pour la prochaine saison. Vous pouvez déjà lire ça sur notre page Facebook. Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, Martin, messieurs. Content de vous revoir, de vous retrouver. C'est super agréable. Je suis sûr qu'on va passer un super moment ensemble. Ah, j'en doute même pas. Puis pour s'ajouter à nous, pour une première fois, là, on va être quatre au total. Donc j'ai décidé qu'on faisait le party de famille là, pour rentrer ça. Donc François Goulet, qui a été notre recrue de l'année dernière, on l'a voté comme ça a été unanime. François Goulet, comment ça va? Ça va très bien, Marty. Salut les gars. C'est le fun de pouvoir être là, les quatre, pour la première fois. Puis c'est la première fois que je participe aussi avec Jean-Christophe, parce qu'on s'écrit souvent, mais c'est la première fois que je vais avoir la chance de parler de F1 live avec lui, là. Puis c'est toujours le fun. Ah, Donc, j'ai bien hâte. C'est vrai, c'est vrai. tu vas On, peut-être on même a avoir tout la, mis. tu vas peut-être même avoir la chance de t'obstiner avec. Oui, ben j'ai des trucs intéressants qui risquent. J'ai hâte de voir son opinion là, sur certains sujets là, où j'ai une ou deux idées. Là. Donc, ça m'intéresse de savoir tout le temps là, qu'est-ce qu'il peut penser de ça. Ah ben, sans plus tarder, on va lancer le vif du sujet. On va y aller un peu là, dans l'ordre de tout ce qui s'est produit depuis qu'on s'est laissé. Ça fait déjà un peu plus qu'un mois et demi. On dirait que ça fait plus longtemps que ça. Moi, je me suis ennuyé. Je sais pas pour vous autres. Mais le dossier, il y avait Sergio Perez. On en a parlé en long et en large en 2024. On arrive en 2025. Si vous le permettez, ça me tente pas de parler de Sergio Perez. Il est déjà rendu du passé. On l'attendait depuis longtemps que Red Bull prenne cette fameuse décision-là. Elle a été prise. Là, maintenant, c'est temps au futur. Le futur était entre Yuki Tsunoda et Liam Lawson. Finalement, Red Bull ont tranché, ont décidé d'aller pour Liam Lawson. J'ai décidé de débuter ce sujet-là avec Kevin Fontaine, qui adore Liam Lawson depuis qu'on se connaît. Tu m'en as parlé à plusieurs reprises. Avant même que Lawson devienne dans les sujets de conversation, tu me disais à quel point c'est un pilote qui est très bon, que tu admirais son coup de volant, que c'est un gars qui est hargneux dans sa conduite. Quand vient le temps d'être roue contre roue, c'est un gars qui est capable de défendre ses positions. Eh bien là, on est arrivé à ce jour-là. C'est Liam Lawson qui a été choisi pour la promotion chez Red Bull. Mais je vais quand même te demander ton opinion. C'est pas parce que tu l'aimes et que tu le trouves bon que tu es nécessairement d'accord qu'il était prêt pour ce grand saut-là dans l'écurie principale Red Bull. Comment tu as réagi? As-tu été surpris à cette décision-là? Ben écoute, surpris, oui et non, parce que c'est. Comment je pourrais bien t'expliquer ça? Pas que je m'en attendais, mais on dirait que la piste de Yuki Tsunoda s'estompait de plus en plus. Et plus ça allait, je me suis dit, ben coudonc, est-ce que Liam Lawson aurait vraiment sa chance? Puis évidemment, Red Bull avait leur idée en tête en le choisissant au départ de Yuki Tsunoda. Moi, je crois que, à mon avis très personnel, Liam Lawson est plus fort mentalement que Yuki Tsunoda, comme l'ont mentionné les dirigeants de Red Bull. Ça, c'est mon avis personnel. Mais être le coéquipier de Max Verstappen, c'est pas une mince affaire. Puis dans un plateau qui est aussi relevé, qui est aussi disputé, je pense que Lawson a un énorme défi devant lui et qu'il pourrait être assez malmené par ses rivaux directs qui ont plus d'expérience. Je lui aurais donné, de mon côté, je lui aurais donné davantage de temps chez Racing Bulls pour peaufiner ses armes.
mais peut-être qu'on pourrait être surpris de ce qu'il peut faire. On ne sait pas, on va le voir en temps et lieu. Il a démontré, comme tu as mentionné, Martin, qu'il était très coriace et qu'il n'a pas peur d'aller au combat. Moi, je pense que Tsunoda aurait mérité une chance parce qu'il a démontré qu'il a une belle pointe de vitesse et il y a de l'amélioration depuis ses débuts. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que peut faire Liam Lawson à bord de la RB 21. Dans ces statistiques, on les a vues, on les a publiées sur le F1 podcast. On a vu que c'était l'avantage Tsunoda dans le Mhm. duel qu'il y a eu entre les deux. Donc, tu as raison de le mentionner. Moi, pour ma part, je m'en ai pas caché. T'es pas sans savoir, Kevin, que j'y aurais été avec Tsunoda. Pour moi, c'était Mhm. le choix facile à faire. Je pensais que c'était. Je trouve que c'est un risque de sacrifier Liam Lawson. Je l'ai Mhm. entendu à plusieurs reprises, tu mentionnais le point. Il y a d'ailleurs le père de Jean-Christophe Trahan qui a mentionné sur notre page, Stéphane Reitman Trahan, qui mentionnait de faire attention avec Lawson parce qu'il est beaucoup plus fort mentalement qu'un Alex Albon par le passé ou qu'un Pierre Gasly. Tu le mentionnais toi aussi, puis je pense que c'est bon de le prendre en considération. C'est vrai que chaque pilote, chaque individu, chaque personnalité est différente. Liam Lawson, on va pas nécessairement tomber à faire des comparatifs, des comparaisons faciles. Sauf que c'est difficile de ne pas les faire lorsqu'on voit le passé de Max Verstappen, à quel point il a été dominant à travers ses coéquipiers. Donc, pour ta part, toi aussi, tu aurais été avec Tsunoda, mais tu comptes pas nécessairement Liam Lawson pour battu. Non, c'est ça, effectivement. Par contre, comme je vais le mentionner dans la fameuse chronique en route 2025 qui s'en vient éventuellement, Un petit Yuki punch, hein? Tsunoda a. Oui, c'est ça. Il y a quand même beaucoup à faire, Yuki Tsunoda, parce que c'est pas garanti que Lawson va surperformer et qu'il va conserver son siège non plus, là. Ça se peut que ça soit un désastre aussi. On ne lui souhaite pas, là. Non, c'est ça. On ne sait jamais ce qui peut Le arriver. premier à sauter dans le baquet. De ton côté, Jean-Christophe, t'es notre pilote ici au F1 Podcast, donc j'ai décidé de t'apporter la question d'une autre façon. Je sais qu'une de tes grandes forces, Hmm. lorsqu'on discute ensemble, tu es toujours capable de me dire un pilote est à tant de dixième de son coéquipier, ça c'est correct, je m'attends à tant. Puis là, Dr. Marco, ben, il nous a fait une fleur en mentionnant directement ce qui s'attend de Liam Lawson, du Néo-Zélandais. Il dit que s'il se tient à 3 dixièmes de Max Verstappen, on va être correct avec ça. Donc, on ne met pas la barre trop haute, peut-être, mais je te le demande à toi. Est-ce que c'est réaliste de demander à un pilote avec 11 Grands Prix d'expérience en F1 d'arriver contre un quadruple champion du monde dans une voiture qu'il ne connaît pas, une voiture qui est assez pointue? Elle a été mentionnée par ceux qui ont été là avant lui, comme quoi la Red Bull n'est pas une voiture Oui. facile à conduire. Donc, selon toi, 3 dixièmes, est-ce que c'est réaliste pour Liam Lawson? Euh, c'est, je pense, la balance parfaite pour avoir ou garder son baquet, certainement, parce que on pense à Perez, lui, il gardait, quand ça allait bien, c'était une demi-seconde l'année passée, ce qui est terrible, puis au pire, il allait à trois quarts de seconde et une seconde, des fois, dans ses pires résultats en qualification. À 3 dixièmes, pour une première année, encore une fois, en tenant compte qu'il y a juste 11 Grand Prix, je crois que Marco, il a la capacité de dire des choses très grossières des fois et très un peu bourru même si des fois, comme ce coup-ci, c'est vraiment le frapper sur le mille, 3 dixièmes pour impressionner, pour garder son baquet. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'il faut. Plus que ça, c'est du bonbon. Peut-être qu'il y a des fois, Lawson va être capable de sortir de quoi de son chapeau, des pistes qui sont plus dépendantes vraiment des habiletés dans le moment du pilote, comme on va dire Monaco. Ça, c'est vraiment assembler tous les secteurs ensemble. C'est pas juste préparation de pneus, bonne, plus d'expérience avec la voiture. D'après moi, des circuits très rapides. Lawson va être un petit peu plus en arrière que des circuits de pilote. Et à 3 dixièmes, on avait discuté à porte fermée, je crois, Marty, c'est probablement la seule chose qu'il pourrait faire même à ça. J'ai bien hâte de voir. On n'en demande pas trop. Puis en même temps, ben, on ne met pas l'objectif trop bas non plus pour dire comme on le sait. En gros, on lui dit on le sait que tu ne battras pas Verstappen. On ne te demande pas d'être dans le même dixième que lui, on te demande d'être à 3 dixièmes. Puis c'est quand même assez sécuritaire parce que lorsqu'on regarde le peloton qui est de plus en plus serré avec cette fameuse parité-là qui s'installe sur la grille depuis qu'on a passé à l'effet de sol, si on excède les 3 dixièmes, ben, il peut vite se retrouver à être en compétition contre Yuki Tsunoda, qui va être à bord d'une Exact. Racing Bulls. Donc, Exact. Il y a, ça, il y a tout à fait encore ses chances. C'est tout à fait vrai. J'allais justement apporter le point. C'est drôle que tu le fasses, Marty, parce que je pensais la même chose.
s'il fait comme Perez l'année passée sur certains week-ends, puis Yuki, il va bien ce week-end-là, ben, ils vont croiser le fer, là. Ça va être vraiment intéressant à voir. Et ça va être un peu comme peut-être l'épisode de Lawson contre Perez au Mexique, là, où est-ce que, il va y avoir des échanges de doigts d'honneur, là. D'après moi, Yuki serait celui qui te donnerait ce coup-ci. Je serais Oui. vraiment pas surpris. Ça serait vraiment drôle à voir ça. Ça va faire des flamèches, c'est ça, parce que tu te retrouves. Ça, c'est ce qu'on veut éviter, autant du côté de Red Bull que du côté de Lawson. Chez Red Bull, on veut pas perdre la Ouais. face. C'est On a pris. exactement ce que Tsunoda veut qu'il arrive. Totalement. C'est ça. Autant que Red Bull Lawson ne veulent pas voir ça, Tsunoda, il dit plante-toi en qualification. Je veux avoir la chance de me prouver contre toi, de me battre contre une Red Bull et de montrer qu'ils ont fait une erreur, ils n'ont pas assis le bon pilote dedans, Ouais. dans la voiture. François Goulet, de ton côté, on a Jonathan Hamelin qui nous a écrit, là, lorsque la nouvelle est sortie, elle était toute fraîche, il nous a écrit, moi, si j'étais Yuki Tsunoda, je sacrais mon camp de là. Quelque chose comme ça environ qu'il nous a écrit. Euh, Toi, de ton côté, tu vois ça comment, cette réaction-là, si on se met dans les souliers de Yuki Tsunoda? Est-ce que tu trouves qu'il doit prendre ça de façon très négative, de façon personnelle? Moi, je lui apportais une réponse un peu plus modérée à Joe Hamlin. Ce que je lui ai dit, j'ai dit, moi, je le vois différemment. Je pense que Yuki, au contraire, oui, c'est un coup, c'est un coup en pleine figure qu'il vient de recevoir, sauf que si j'étais son agent, je lui conseillerais de se prendre le plus possible en main, de se mettre la tête tranquille le plus rapidement possible, se présenter dans un bon état d'esprit et faire la différence chez Racing Bulls. Il sera aux côtés d'un pilote recru en Isaac Ajar. Donc, à ce moment-là, c'est le temps de montrer à quel point il est bon et aussi de montrer à tout le monde, à toute la planète F1, non seulement, pas seulement à Red Bull, comme quoi qu'ils ont fait une erreur. Est-ce que tu abordes dans le même sens que moi là-dessus ou tu vois ça différemment pour Tsunoda? Ben, c'est sûr que dans le cas de Tsunoda, la première réaction, on est d'accord, c'est que le vote de confiance n'est pas là de la part de Red Bull et peut-être que justement c'est un gars très réactif, très émotif, puis on l'a vu dans ses propos souvent à la radio. Donc, d'entrée de jeu, c'est sûr qu'il n'a pas dû bien le prendre. Mais oui, je crois que sa meilleure option reste quand même de prouver aux gens, de retourner la vapeur et de montrer aux gens peut-être qu'il est devenu plus mature et que justement ils ont fait une erreur parce que ses options ne sont pas immenses à Yuki Tsunoda. C'est un pilote qui est backé par Honda, si on veut, il est soutenu par Honda. Par conséquent, Honda ne sera plus là l'année prochaine avec Red Bull. Ça veut pas nécessairement, tu sais, c'est pas assuré pour lui qu'il va aller chez Aston Martin parce que Honda est là obligatoirement. Donc pour Yuki Tsunoda, c'est le temps de montrer qu'il a acquis une certaine maturité et de prouver peut-être en faisant justement du mentorat avec Adjar et en montrant qu'il est un pilote rapide, que Red Bull a peut-être fait une erreur. Et justement, c'est tellement un milieu qui est impitoyable, le Red Bull, que si Liam Lawson ne fait pas l'affaire, il va y avoir une chaise musicale qui va se faire, puis quand la chanson va s'arrêter, ben, ça va peut-être être Tsunoda, justement, qui va être dans le banc de la Red Bull. Exactement. Il faut savoir que j'avais justement un de nos auditeurs, Eric Lindros, qui nous écrivait ouais, c'est qui des pilotes de réserve chez Red Bull? Comment ça fonctionne? Il faut savoir que chez Red Bull ou Racing Bulls, ils ont tous les mêmes contrats. Pas avec les mêmes montants, pas avec les mêmes termes, sauf que ils sont tous des pilotes Red Bull. Donc à ce moment-là, tu fais bien d'emmener la chaise musicale. C'est une façon imagée que tu l'apportes, mais c'est très, très proche de la réalité. C'est que, mis à part Max Verstappen, pas mal tout le monde peut être interchangeable au cours de la Mhm. saison. On n'a pas beaucoup d'expérience. On n'a pas des pilotes qui sont mis en place, mis à part, comme je le disais, Verstappen ou Tsunoda qui est là depuis un certain temps, mais on le voit que c'est pas très solide la relation avec Red Bull non plus. On n'a pas décidé de l'emmener là. Donc, tous ces pilotes-là, dépendamment des performances, ils pourraient être interchangés au cours de la saison. Ça m'emmène à une autre question, une petite question que j'ai en tête depuis un certain temps. On apporte des jeunes pilotes, on y va. On a vu plusieurs écuries prendre ce type de décision-là. Et puis, j'avais déjà abordé le sujet un peu avec Kevin là, lorsqu'on avait des discussions pour le fun. Je pense que je l'ai appelé pour lui souhaiter bonne année ou ces choses-là. Euh, Cette année, là, c'est une saison particulière. On s'en va en 2026. On change la réglementation. Donc, on va délaisser l'effet de sol qu'on connaît présentement pour apporter un autre type. On va avoir l'effet de sol toujours, sauf qu'on va avoir une aérodynamique qui va être, on peut dire, réactive. Donc, on va être capable de jouer avec nos ailerons arrière autant qu'avant. Donc, c'est des gros changements qui s'en viennent. On révolutionne un peu la Formule 1. On le sait qu'avec la nouvelle réglementation aussi, on donne du temps en soufflerie pour développer nos voitures. Donc, cette saison, en plus de développer la voiture de 2025 et de continuer de la faire évoluer, on doit aussi se garder du temps
pour concevoir une nouvelle voiture. On ne veut pas se planter. Donc, je vous demande, est-ce que pour une fois, pour la première fois peut-être dans l'histoire de la F1, est-ce que le championnat des constructeurs, c'est vraiment quelque chose qu'on veut gagner cette année chez les écuries, quand on sait que le trophée égale moins de temps en soufflerie pour préparer notre prochaine voiture? Donc, est-ce que c'est la seule fois où ce qu'on pourrait dire que le trophée des constructeurs, il n'y a pas grand monde qui va le vouloir? Est-ce que tu vois ça comme ça de ton côté, Kevin? Ouais, écoute, moi, je pense que les écuries vont quand même se forcer d'un minimum là, pour aller chercher les meilleurs résultats possibles aussi. Là. Je trouve que c'est un championnat qui est quand même prestigieux. C'est sûr qu'on retient toujours beaucoup plus le championnat pilote, évidemment. Mais non, de mon avis, moi, je suis sûr que peut-être certaines écuries vont peut-être pousser un peu plus vers 2026, dont d'autres vont savoir que, OK, on a une chance, peut-être une meilleure opportunité de gagner en 2025 qu'en 2026. On ne sait pas, mais peut-être qu'ils vont essayer de se dire, OK, comme mettons des écuries, on va dire par exemple comme Ferrari, comme Red Bull, comme Mercedes, qui vont essayer de jouer le titre par rapport à McLaren, qui sont champions constructeurs. On va se dire, OK, ben là, c'est notre opportunité. Est-ce qu'on va être capable de bien agencer les deux pour réussir à bien profiter pour avoir une bonne lancée pour 2026. Donc, moi, je pense qu'on va être capable de faire la part des choses, de se concentrer sur 2025 et 2026. De ton côté, Jean-Christophe, t'en penses quoi de ça? Si tu es un directeur d'écurie, est-ce que tu te tires un peu dans le pied en récoltant des points cette saison, en venant amputer ton temps de développement pour la nouvelle réglementation? Est-ce que tu y vas de ce côté-là? Tu dis ça passe ou ça casse, nous autres, on est là pour gagner des trophées, on ne voit pas trop en avant, ou tu t'en gardes un petit peu pour pas avoir l'air complètement fou à la nouvelle ère de nouvelle réglementation la saison prochaine? Bonne question. Oui et non, de manière générale. Plus précisément, je dirais que si les constructeurs veulent gagner, ils veulent pas gagner une fois. Ils vont s'arranger, puis mettre les pions de leur côté, peut-être prendre une pénalité en gagnant, en finissant deux, troisième pour se garder plus de temps pour les années d'après, mais ils vont le faire, c'est prendre cette pénalité-là pour gagner, revenir et gagner trois, quatre mois en ligne. C'est ça le but. Ouais. Gagner une fois, faire un genre de one-hit wonder comme je crois que McLaren pourrait faire qu'ils ont un petit peu, ils étaient sur la courbe descendante en finissant la saison. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça a l'air leur hiver. Peut-être qu'ils vont juste être corrects. Là. Ils vont avoir un niveau, mettons, que Ferrari avait l'année passée. Tandis que je regarde peut-être une équipe comme Ferrari qui, pour l'instant, ont vraiment l'air avec euh, du nouveau sang avec Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, et sur la courbe ascendante. D'après moi, il devrait être plus une. Fait que c'est pour ça que je vois Fred Vasseur, c'est quelqu'un de très calculé. Et à l'entendre parler souvent, quelqu'un de très méthodique. Puis j'ai l'impression que lui, il a peut-être plus planifié ça. Puis un Zach Brown était peut-être plus content dans le moment de profiter de leur bonne fortune pour cette saison. Toi, de ton Ça, c'est côté, juste des hypothèses. Mais je pense ça. ouais, non, mais je comprends ce que tu apportes, c'est ça. Moi, de ce que je comprends, Jean-Christophe, puis je vais aller avec François avec ça, si tu as un bon début de saison, ben, tu continues de capitaliser là-dessus. Si tu vois que tu es plus ou moins dans le coup, ben, tu commences à transférer assez rapidement pour 2026. Puis du côté des bonnes écuries, comme McLaren qui vient de remporter le championnat des constructeurs, ben, on essaie de surfer sur cette vague-là. On voit, est-ce qu'on est capable de garder notre momentum et d'aller capturer un deuxième titre d'affilée? Le vois-tu comme ça, toi, François, ou tu le vois différemment? Ben moi, je pense que si tu as le vent dans les voiles, puis que tu es performant, ou que tu es proche de la victoire, je pense que tu es mieux quand même de rester sur cette voie-là que d'abandonner ou de vouloir, mettons, jouer le jeu on va finir plus bas pour avoir le premier choix au repêchage, en parallèle au temps de soufflerie. Parce que même si moi, je pense qu'une équipe qui est sur la bonne voie devrait continuer à performer Mhm. parce que tu sais pas, même si tu as plus de temps sous fleury ou quoi que ce soit, tu sais pas si tu vas avoir le concept gagnant et si cette occasion-là va se représenter ou si les autres équipes, justement, vont trouver, vont interpréter le règlement et vont trouver justement la petite twist technologique qui va leur donner un avantage. Donc, moi, je pense qu'il faut tenir à chaque année, il faut la border comme si c'était une nouvelle année, même si c'est les mêmes réglementations, parce qu'on ne sait jamais quand une occasion va se représenter. Puis avoir plus de temps en soufflerie, c'est bien beau, mais ça coûte de l'argent de faire des tests en soufflerie. Puis ils n'ont pas plus d'argent parce qu'ils ont plus de temps en soufflerie. Donc de l'argent qu'ils ne mettent pas en soufflerie, ils peuvent le mettre quand même ailleurs lors de la recherche et développement. Donc moi, personnellement, je pense qu'une équipe là, qui ne va pas se tirer dans le pied
parce qu'on ne sait jamais lorsqu'une occasion peut se représenter. Donc, je pense qu'il faut persévérer jusqu'au bout. Donc, personne ne sacrifie de la performance en pensant à 2026, une saison à la fois. Tout le monde s'en va pour le championnat en 2025. Ça sera à voir si on voit au cours de l'année des écuries commencer peut-être à délaisser ou, comme Jean-Christophe le mentionnait, les écuries de fond de peloton, peut-être eux, à ce moment-là, vont dire, bah, moi, je mise pas grand-chose cette année, je veux tout garder mes billes pour les mettre dans le panier de la saison prochaine. Ben, t'as un peu Jean-Christophe, juste, ouais, petite dernière vas-y. affaire, c'est une équipe aussi qui abandonnerait, c'est jamais bon à la vue des fans et surtout des commanditaires. Donc, Exactement. je trouve que ça serait Hmm. mal vu. Ça serait mal vu, c'est ça. On veut un championnat à 10 équipes. Tout à fait. On veut que les 10 équipes compétitionnent. Le plafond est là pour ça. C'est pas nécessairement pour voir comme dans d'autres sports, là. C'est pour ça que je l'apportais, puis tu l'as mentionné, vouloir le premier choix au repêchage, parce que c'est pratique commune hein, dans d'autres sports de voir des équipes. On le voit ici depuis quelques années à Montréal. On l'a vu avec des équipes comme les Blackhawks de Chicago. Excusez-moi le parallèle pour le hockey, pour les gens qui ce n'est pas nécessairement leur sport naturel. Je suis sûr que vous êtes capable de comprendre, c'est que des fois, on délaisse une saison en espérant avoir un bon espoir et être capable de reconstruire à partir de ça. Un peu le même principe en Formule 1 de dire, je veux pas nécessairement gagner, je veux avoir plus de temps soufflerie dans mes poches pour être capable de développer une bonne voiture la saison prochaine et peut-être même capable d'attirer des pilotes en disant, écoute, on a ça, on est capable de te produire une bonne monoplace. Jean-Christophe en a glissé un mot, a parlé de Lewis Hamilton chez Ferrari. Ça a été le sujet qui a été sur toutes les lèvres, surtout depuis les derniers jours. Vous avez pu le voir là, dans sa combinaison rouge. Vous avez même pu le voir sauter dans une voiture, dans une Ferrari, pas celle de cette année, mais quand même une voiture plus ancienne, une voiture d'effet de sol. Il a essayé quelques modèles, il a essayé de se familiariser avec ce concept-là. Si vous n'avez pas vu ces images-là, ben, peut-être que vous étiez en dessous d'une roche ou que vous n'aviez pas votre téléphone cellulaire ou accès à l'Internet, mais je vous invite à aller voir la page Facebook du F1 Podcast parce que on était dans les premiers quand même à vous donner les images de Lewis Hamilton avec son casque jaune à l'image d'Ayrton Senna. On sait qu'il est un grand fan d'Ayrton Senna et de voir sa combinaison rouge qu'il a supposément toujours rêvé de porter. On le sait, Ferrari, c'est tout un autre game, là. C'est pas la même chose qu'être dans une autre écurie. On a aussi eu d'autres informations. Informations que je vous partage. Angela Collin, qui est sa physiothérapeute, qui avait bah, on peut dire qu'il avait remercié ou qu'ils se sont séparés. On peut dire que ça a été un mariage avec une bonne entente. Mais Angela Collins, là, c'est la madame blonde là, qui le suit partout, là, qui tient ses cheveux quand il met son casque, qui court en arrière de lui pendant qu'il laisse sa trottinette là, avec ses gants et toutes ces affaires-là. Eh bien, elle fait pas juste tenir des choses. C'est une physiothérapeute, donc elle s'occupe de Lewis Hamilton. Eh bien, elle est de retour et à ses côtés. Elle sera là cette saison, habillée en rouge à côté de Lewis Hamilton. On a aussi su comme quoi qu'il y aurait le même ingénieur que Monsieur Carlos Sainz avait, donc ce sera Ricardo Adami qui s'occupera de Monsieur Lewis Hamilton. On a aussi eu une belle photo à Maranello, là, digne d'un film d'horreur, là, on aurait dit, avec son manteau noir long. On dirait que je sais pas si c'est parce que c'était nuageux cette journée-là, là, mais on aurait quasiment dit que c'était une bande-annonce pour un film d'horreur. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Fait que c'est ça. Fait on a eu toutes ces images-là. Il y a aussi eu le fait qu'il y a eu un accident cette semaine. Je sais pas si vous avez attrapé ça. Certains Ouais. disent qu'il a endommagé la voiture, d'autres qui disent que c'était seulement une sortie de piste. Moi, j'ai pas trop fait de cas avec ça. Je me dis que ça fait partie, là, en autant qu'il est capable d'aller chercher tous ces accidents-là pendant des pratiques. C'est pas la même chose qu'en saison. Il est en train de se familiariser avec cette voiture-là. On le sait que piloter pour Ferrari, je le mentionnais, c'est pas seulement une écurie, c'est pas seulement représenter une bannière, une marque automobile. À ce moment-là, tu pilotes pour un pays au complet, tu pilotes pour l'Italie. Et je veux débuter ce sujet-là avec toi, Kevin. C'est quoi le plus gros changement que Lewis Hamilton va avoir à composer en arrivant chez Ferrari? Pour toi, est-ce que c'est simplement un auto, un volant et des pédales ou c'est plus que ça, une voiture avec le cheval dessus? C'est l'écurie la plus prestigieuse de la Formule 1. C'est énorme, Ferrari. Tous les pilotes rêvent de piloter pour cette écurie-là. Et là, Lewis Hamilton en est rendu là dans sa carrière. Et j'en avais parlé avec un ami il y a presque un an, un petit peu avant qu'il signe chez Ferrari, là, au début de l'année 2024, là, ça va arriver. Ça va arriver. On dirait que c'est écrit dans le ciel et tout. Et finalement, ben, c'est ça. Le moment est arrivé. Est-ce que c'était
écrit dans le ciel que ça allait arriver? Pour moi, oui. Moi, je me suis dit, un jour, à un moment donné, Lewis Hamilton va aller chez Ferrari, peut-être pour terminer sa carrière et c'est son dernier défi. Est-ce qu'il va réussir à gagner un championnat? On ne sait pas. Bien entendu, Ferrari est sur la bonne voie. Puis piloter pour Ferrari, c'est des noms mythiques là, dans l'histoire de la Formule 1. On n'a qu'à penser à Michael Schumacher. Fangio a été pilote champion pour Ferrari. Bon, Gilles Villeneuve, même s'il n'a pas gagné le championnat, évidemment, Gilles Villeneuve, c'est un gros nom du sport automobile. J'en passe plusieurs, mais c'est toute une épopée qui va s'amorcer pour Lewis Hamilton chez Ferrari. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller parce que là, il représente, comme tu as mentionné, Martin, toute la nation italienne. C'est pas juste un constructeur, c'est l'ensemble d'un pays. C'est un pays qui est fier. C'est un pays qui est fier d'avoir Ferrari et il va falloir qu'il soit performant. Il va falloir qu'il soit performant parce que ça peut se dégrader rapidement. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ça peut être délicat. Mais on va y aller une étape à la fois, un Grand Prix à la fois. Alors, je souhaite bonne chance à Lewis Hamilton. Faisais bien de le mentionner. Hmm. Tu dis il y a pratiquement un an. Eh bien, ça va faire un an jour pour jour demain. Donc, présentement, on est vendredi, c'est l'épisode de vendredi. Donc, samedi 1er février, c'est la date où on vous apprenait sur le F1 podcast. On a fait rire de nous au début, je me rappelle. Toi aussi, Kevin, hein? On avait eu des discussions. C'était tôt le matin. T'es sûr, là? C'est arrivé, là? C'est ça. Oui, oui, ça arrive. Là. Il s'en va chez Ferrari. Toi, comme tu dis, tu t'attendais à ça, mais lorsque c'est venu proche de la réalité, on est encore en train de se demander, hey, ça arrive vraiment. Il y a des gens qui nous écrivaient des bêtises. Pourquoi vous dites n'importe quoi? Il s'en va pas là. Finalement, quelques heures plus tard, la nouvelle avait été confirmée, autant aux employés de Mercedes que du côté de Ferrari, comme quoi Lewis Hamilton faisait le grand saut. Tu m'as même dit que tu avais encore de la misère à t'habituer à le voir en rouge, hein? Ouais. Ça va finir par s'habituer, mais c'est comme Michael Schumacher qui a passé tellement de saisons avec Ferrari que là, on l'a vu arriver chez Mercedes avec une combinaison grise. Oh, OK, ça fait un gros changement. Ben, c'est la même chose avec Lewis Hamilton. Oui, exactement. Écoute, je vois de ton côté, Jean-Christophe, je sais qu'à la base, oui, tu es neutre, tu aimes la Formule 1, mais tu as un petit penchant pour Ferrari, même si tu le laisses pas savoir là, lorsque tes analyses, tu es toujours capable de faire des belles analyses neutres. Mais pour toi, ça représente quoi, Lewis Hamilton qui rejoint Ferrari? C'est le Graal, d'après moi. C'est comme le dernier diamant dans sa couronne. Puis en plus de ça, s'il y avait la capacité de gagner, il y a probablement aucun sentiment égal à gagner et gagner pour Ferrari, en F1 en plus. Et ben, c'est sûr qu'il y a toujours 8 ans de championnat quelque part au bout de ce chemin-là, mais c'est drôle que tu disais que toi, tu trouvais que c'était épeurant, ces photos avec son gros par-dessus noir. Moi, j'ai tellement trouvé ça cool, là. Ouais. Oh, Wow! Quelle bizarre, ouais, c'est la prestance d'un septième champion. Je ne m'attendais à rien avec le petit message cryptique, là, avec les 7 fenêtres, donc les 7 fenêtres dans l'esprit de septième champion du monde qui ouais. s'en va avec la porte en plein milieu vers peut-être son huitième. Leur équipe de PR, là, chapeau. Non, Puis ça a été bien c'était digne de pensé. Lewis, là. Ouais, Ah, c'est très bien passé. T'as trouvé ça cool. mais ça, c'est mon imagination à moi, là. C'est moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, tu sais, mais c'était nuageux cette On a journée-là. pensé la même chose, en fait. Ben oui, Ah, puis j'étais comme, pourquoi il y a pas toute la maison qui est dans le cadre? Tu fais penser ouais. un peu, mais peu importe, c'est juste cool à voir. Puis, ouais, c'est vrai, ça fait bizarre de le voir en rouge, là. Il était en silver ou en noir toute sa carrière. Non, Ça fait exactement. comme, ouais, ça fait une erreur qu'il a fait en 4, mais je trouve ça vraiment cool. Je suis très excité de voir son vraiment, qu'est-ce Excusez-moi. qu'il va amener en termes d'expérience, là. Ouais, Ça va être tellement, bon, comment il se compare à Charles Leclerc. Ils ont déjà des batailles ensemble, mais deux voitures, deux constructeurs différents. Euh, très, très beau moment de la F1. Puis on a vraiment, on paierait à attendre, là. Ça fait juste commencer. Ça commence juste à être bon. ben exactement. Christian Horner, qui est le directeur de Red Bull, je prenais ses commentaires quelques minutes avant qu'on rentre en onde, justement, qui mentionnait que pour lui, la F1 ne peut que gagner de Lewis Hamilton chez Ferrari. C'est vrai que présentement, c'est un Oui. moment qui est un peu mort dans l'actualité. Et là, on en a que pour Lewis Hamilton, ça crée beaucoup d'actualité. Il y a même des gens qui ne s'intéressent pas nécessairement à la F1 pour avoir rencontré à certains endroits, avoir eu échangé avec certains qui sont des fanatiques de sport, mais pas de F1, ben, ils viennent me glisser un mot là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça ouvre des discussions. Donc, tout ce qui fait parler du sport, c'est toujours bon. Il y a un côté monétaire à aller chercher là-dessus. Donc, je pense qu'il y a que du positif. François, je vais apporter un sujet avec toi là-dessus par rapport à Lewis Hamilton. Euh, encore là,
tout l'épisode d'aujourd'hui est bâti sur les auditeurs du F1 Podcast. C'est ce que vous nous avez envoyé, ce qui a fait discuter sur les réseaux sociaux. Et une, une publication là, qui a vraiment retenu l'attention, ça a fait la chicane, ça a fait de la bisbille, c'est les commentaires de David Coulthard. Je vous remets en perspective ce qu'il a dit pour être capable de vraiment se faire une idée juste. Il a mentionné en gros, là, il a été battu en qualification alors que les grands peuvent toujours trouver de la vitesse lorsque cela compte vraiment. Faisait référence à la dernière saison de Lewis Hamilton. Toi, là, ce côté-là qu'il a perdu la touche, du moins cette saison en qualification, est-ce que ça t'inquiète, François? Non, parce que je pense pas vraiment qu'il ait perdu la touche, hein. On avait abordé le sujet un petit peu, là, toi, moi, Kevin, dans un autre épisode. Je pense juste qu'Hamilton n'était peut-être juste pas à l'aise avec la voiture que Mercedes lui fournissait à ce moment-là. Puis il semblait aussi en souffrir physiquement. Donc, ça peut vraiment venir te chercher mentalement quand tu souffres physiquement. Et c'est sûr que ça va faire diminuer tes résultats. Hamilton. Personnellement, j'ai pas peur parce qu'on a vu certains moments de brillance l'année dernière. Je pense principalement, par exemple, au Grand Prix de Vegas où il était le plus rapide sur le circuit, si je me trompe, là, vers la fin de la course, au milieu fin de la course. Là, il a vraiment montré des belles performances. Donc, Mhm. Hamilton est encore capable de le livrer. C'est peut-être plus difficile à son âge, mais moi, je pense qu'il est capable justement d'aller chercher ce petit surplus là, de performance. Et même s'il ne va pas le chercher, c'est un pilote qui a tellement d'expérience, il y en a tellement vu d'autres, qui peut compenser peut-être pour une lacune en qualification, aller justement jouer de son expérience et de ses connaissances en course. Euh, Moi, je suis pas un vrai pilote comme Jean-Christophe, mais lorsque je fais des courses en ligne, moi, je suis pas très bon en qualification et je me rattrape souvent dans la course. Donc, c'est quelque chose que je crois beaucoup là, qu'un pilote peut compenser des fois pour un manque de temps en qualif avec un bon esprit de course. Il est rendu à 40 ans, tu le mentionnais, il est rendu à un certain âge. L'expérience, ça ne s'achète pas. Ça, il l'a. Le talent, on lui enlève pas. Moi, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Est-ce que Lewis Hamilton est capable de nous faire un coup comme il a fait à Silverstone et venir surprendre tout le monde, gagner le Grand Prix, continuer de battre des records? J'ai aucun doute qu'il est capable de le faire. Du Tout à côté de fait. gagner un championnat du monde, avec les jeunes loups qu'on a en Formule 1 maintenant, avec le jeune loup qui a remporté les 4 derniers, Max Verstappen, la constance que lui impose, parce que c'est toujours comme ça. Un championnat du monde a une valeur dépendamment qui décide de monter la cadence. C'est la cadence que Max Verstappen impose aux autres pilotes, et c'est quelque chose qui est assez dur à répliquer, surtout lorsque tu es rendu à l'âge de 40 ans. Donc, pour cette raison, moi, je n'y crois plus personnellement qu'il peut devenir champion du monde. Est-ce qu'il peut remporter des courses? Ça, j'ai aucun doute. Tu le mentionnais à Las Vegas. C'est lui qui était le plus rapide en piste. Par contre, le samedi, il avait manqué sa qualification et il partait 10e. S'il avait réussi sa qualification, on en a déjà parlé, sans aucun doute, c'est lui qui aurait remporté le Grand Prix de Las Vegas et non son coéquipier George Russell. Mais encore là, les courses se gagnent le dimanche, sauf qu'on met la table le samedi. Ça, c'est le côté qui me dérange. Oui, il y a David Coulthard qui a mentionné ça, mais il y a aussi Mika Hakkinen, qui lui est allé de son côté personnel, a dit que il a senti qu'il avait perdu la petite touche qui manque le samedi, et c'est à ce moment-là qu'il a pris sa retraite parce qu'il sait que ça se retrouve pas. Lorsque tu perds cette chose-là, là, le côté d'être capable d'aller chercher la limite de la voiture, la limite du circuit, il dit ça, tu peux pas le retrouver. Donc à ce moment-là, j'ai choisi de prendre ma retraite. Jean-Christophe, tu es très très loin de la retraite, là. On se le cachera pas là, à l'âge que tu as, là. Mais de ton côté, puis Ouais. c'est quelque chose que tu n'as pas connu. Mais je veux pas te mettre dans une mauvaise position de parler de quelque chose que tu connais peut-être pas, là, parce que tu n'as pas cet âge-là, tu n'as pas été en Formule 1, sauf que tu es quand même un pilote, tu sais comment ça fonctionne, des qualifications, des courses. Toi, de ton côté, si Lewis Hamilton, pendant une saison de temps, n'a pas été capable, tu sais, c'est pendant une saison, là, pas été capable de reprendre le dessus sur George Russell, est-ce que tu penses que ça peut revenir chez Ferrari, surtout contre un gars comme Charles Leclerc qui est probablement le ou l'un des meilleurs pilotes en qualification, là? Moi, je pense plus un rapport avec cette saison-là en particulier et non et non le fait que c'est sa dernière. C'est juste celle-là, selon moi, parce qu'il était quand même très vite en course. Fait que c'est pas la vitesse en soi, c'est pas juste la vitesse le samedi non plus. Moi, personnellement, je le sais pas. Encore une fois, comme tu dis, j'ai pas l'âge. Mais moi, je ne pense pas que si, mettons, il peut le perdre, s'il est encore vite en course. C'est juste quelque chose dans ton esprit qui est bloqué.
un moment donné, ça débloque. Puis peut-être le fait d'aller chez Ferrari, ça va le débloquer, ça. Parce que Mika Hakkinen aussi, il parle pour lui, il parle de son expérience. Lui, Exactement. il a frôlé la mort plusieurs fois et il a accompli ce qu'il avait à accomplir. Il était déjà rendu à un certain âge. Puis il y avait eu, il y avait encore des problèmes, pas de santé, mais des fragilités au niveau de son, Mhm. tout ce qui est cervical, là, à cause de son, deux gros accidents qu'il y a eu. Le dernier qui l'a un petit peu achevé. Moi, je pense que c'est plus ça, en, en mettant ça dans le contexte. Puis Hamilton, lui, c'est juste un peu une mauvaise saison de qualif. Il était quand même bon en course, il a quand même gagné à Silverstone, il a des très bons résultats en général, il se rattrape très bien. Je pense pas que il va continuer sur cette tangente-là, mais on sait pas. J'ai hâte de voir, puis j'espère ça pour lui et pour Ferrari. En terminant, Kevin, sur ce sujet-là, pour le conclure rapidement, est-ce que Lewis Hamilton peut être champion du monde en 2025, 2026 ou 2027, ou à son âge, à 40 ans, tu penses que ça va être compliqué? Ça va être compliqué, comme tu as mentionné aussi avec les pilotes tels que Verstappen, comme Leclerc, Russell, toute la gamme de pilotes qui sont là, les jeunes loups qui sont affamés, qui sont prêts à en découdre et réussir à aller chercher un championnat mondial. Ça va être compliqué. Lewis Hamilton est un pilote très talentueux. C'est un pilote d'exception dans l'histoire de la Formule 1. C'est sûr que si Ferrari réussit à produire, on va peut-être pas dire 2025, mais encore là, on ne sait pas. Mais si en 2026, Ferrari produit une monoplace monstre supérieure aux autres, un petit peu comme on a vu à l'image de Mercedes en 2014, qui était carrément au-dessus du lot, si Ferrari réussit à produire ça, ça va être très intéressant de voir la lutte entre Hamilton et Leclerc. Ah ouais. Je crois qu'il peut être encore capable, mais ça va être difficile. À son âge, à 40 ans, ça commence à être plus compliqué. Tu l'as mentionné, sur l'ensemble d'une saison, ça ne sera pas facile, mais c'est Lewis Hamilton. S'il y a quelqu'un qui peut être capable de surprendre encore, moi, je crois que ça peut être lui. Bon, ben merci beaucoup, les gars, de s'avoir penché sur ce sujet-là de Hamilton. Je suis certain que les auditeurs avaient hâte d'entendre parler. C'est le sujet de l'heure, pas pour rien. Quand un septuple champion du monde change d'écurie, puis en plus s'aligne avec Ferrari, ben c'est sûr que ça attire pas mal l'attention dans le monde de la Formule 1, avec raison. Mais il est maintenant temps de passer à Aston Martin, au grand bonheur d'un de nos auditeurs, c'est-à-dire Sylvain Poliquin, maintenant connu sur le nom Sil Popo. Eh bien, Andy Cowell, qui a été, ben, il s'est auto-nommé, puisqu'il est le PDG d'Aston Martin. Il s'est nommé directeur d'écurie. On a tassé Mike Crack. Je vous demande, les boys, est-ce que c'est rendu ça, la nouvelle formule pour gagner? Quand on regarde, là, du côté, les 11 des 12 derniers championnats du monde, championnats constructeurs, ont été gagnés par une écurie où le PDG est aussi directeur d'écurie. Parce qu'on regarde Toto Wolff, qui a aussi des parts dans l'écurie, PDG, directeur. Ouais, Ensuite, exact. Ouais. lorsqu'on regarde Christian Horner est aussi PDG de Red Bull Racing, directeur de l'écurie. Du côté de McLaren, c'est un peu différent. On a Zach Brown qui est omniprésent, mais on a tellement de places, on a tellement de séries où on est présent à McLaren, autant en Indy qu'en Formule Endurance, qu'en Formule E. Donc, toutes ces choses-là, à ce moment-là, Zach Brown serait obligé de se diviser là, en plusieurs parties. Donc, on a nommé un directeur d'écurie sous lui, mais il est quand même omniprésent, Zach Brown. Donc, je commence avec toi, Kevin. Est-ce que tu penses que c'est ça la nouvelle formule pour gagner en Formule 1, d'avoir quelqu'un qui est capable de chapeauter tous les départements en même temps, ainsi que d'être présent sur le côté de la piste lorsqu'on a des grands prix? Ben écoute, pour en arriver à M. Cowell, qu'on parle, M. Cowell, je pense que c'est la bonne personne. Moi, je pense que c'est la bonne personne pour mener l'écurie vers les sommets, parce que c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience en Formule 1, un gros bagage technique. Euh, je l'ai mentionné souvent, Martin, tu t'en souviens sûrement, chaque personne doit Je être dans la savais. bonne Ah, chaise. j'aurais dû gager que ça s'en venait. Je savais que c'était là. Hey, Effectivement. ça, là, quand on va sortir des chandails F1 podcast, il va falloir qu'on en ait un avec ça. Ouais, Chaque oui. chaque personne dans la bonne chaise. Et ça sera Ouais. pas signé Martin Saint-Louis, ça va être signé Kevin Fontaine. Vas-y, Kevin, Ouais. j'arrête de t'interrompre, mais arrête de me faire rire. C'est bien correct. Puis souvent, après ça, les résultats vont arriver. C'est la même chose comme on a vu avec Mercedes, avec Red Bull. À chaque fois, les bonnes personnes sont aux bonnes places, dans le bon département. Et après ça, les résultats arrivent. Et après ça, ah, ben regardons ça, on a le succès. Lawrence Stroll recrute beaucoup et il n'a pas peur d'investir. Moi, je pense que ce projet-là, s'il est bien mené, ça peut être
assez redoutable au cours des années à venir, notamment 2026 avec la nouvelle réglementation technique. Mais c'est un bon point que tu apportes que les derniers championnats ont été gagnés, notamment de Mercedes et de Red Bull, avec le PDG, notamment tu parlais de Christian Horner et Toto Wolff. Donc, ça se pourrait que ce soit, ça se pourrait que ce soit une continuité aussi là, qu'on verra là, au cours de cette nouvelle réglementation-là 2026. Peut-être que c'est Aston Martin qui va être la nouvelle force dominante. On ne sait pas, mais on va leur souhaiter tout le meilleur possible. Mais on le sait que du côté de Lawrence Stroll, Montréalais, propriétaire d'Aston Martin, qu'il aime reproduire ce que les autres font de bien. Donc, il a pour modèle Mercedes depuis plusieurs saisons. On a vu le succès de Red Bull au travers des années. Donc, je ne serais pas surpris que cette formule-là, là, puis on sait, Andy Cowell vient de chez Mercedes. Il est derrière les Mhm. grands succès du passage à l'air hybride, le moteur Mercedes, ça a pris pratiquement 10 ans avant qu'on soit capable de rattraper ça du côté de Honda. Donc, Andy Cowell, là, tout ce qui est côté motopropulseur, le passage à Honda, il a été nommé là pour ça. Là, maintenant, il va chapeauter tous les départements. On a aussi Adrian Newey dans tout ça. Donc, pour moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah, tiens, tiens, on regarde ce qui se fait bien ailleurs, ce qui est très intelligent. On sait que, justement, Lawrence Stroll, dans son domaine de la mode, c'est ce qu'il a appris à faire, il sait comment faire ça. Donc, je serais pas surpris que c'est le modèle qu'on veut suivre. Kevin parle de chaises. Toi, tu nous as parlé de chaises musicales tantôt, François Goulet. C'est Mhm. un thème de l'épisode. Peut-être qu'on va changer le titre. Ça sera pas entre deux saisons, ça sera entre deux chaises. Vas-y, François, parle-nous donc de ce que tu penses de ça, toi, Andy Cowell, qui est PDG et ainsi que directeur de l'écurie Aston Martin. Ben, je pense que c'est une bonne chose. On le connaît bien de nom, puis j'ai pris la peine quand même d'aller voir un peu plus son CV en profondeur, Andy Cowell. Quand je le relis, je fais OK, bah, il était là à ce moment-là. Wow, il a travaillé pour Ilmore, exemple. Il était là quand ils ont développé telle ou telle technologie, le Cosworth, Curse. Cosworth dans le temps aussi, de Ben mémoire. oui, ben avec Stewart Grand Prix, C'est ça. il a aidé au développement du moteur BMW qui était un monstre à l'époque, qui était pas très fiable par exemple, Non. mais qui était quand même un monstre de puissance pour Williams. Donc, tu vois qu'Andy Cowell a passé par beaucoup d'écuries différentes où ils ont connu du succès d'une façon ou d'une autre. Et oui, c'est peut-être la nouvelle façon justement de faire parce que vu qu'il a tellement vu de choses, il est capable de chapeauter tous les départements. Tu as fait allusion à Zach Brown que lui, c'est un peu différent. Il a mis Zach Brown n'a peut-être pas aussi normalement les connaissances techniques d'un gars euh, comme voyons, Andy Cowell, 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 ouais, ouais, ou excuse-moi, Toto je Wolff. pensais à Crack, tu sais, Ouais. sur Andy Cowell. Donc, c'est bon ce qu'il fait. Puis oui, puis McLaren a un modèle bien différent des autres. Comme tu dis, ils sont tellement répartis dans plusieurs séries. Puis moi, justement, j'adore toutes les séries, donc je le vois un peu partout. Puis je vois tout le temps Zach Brown à droite, à gauche. C'est un gars qui doit être souvent dans l'avion. Donc, oui. Cowell il est à sa place. Monsieur Lawrence Strulovich, je crois, s'est recruté les bonnes personnes. Et Aston Martin, tu sais, on a beau dire, ah ouais, il a de l'argent, il va toujours acheter tout le monde. Oui, mais il met les bonnes personnes aux bons endroits ou les bonnes personnes dans la bonne chaise. Je vais être le premier à m'acheter ce T-shirt-là, soit dit en passant. Non, sérieusement, Aston Martin, les installations, la nouvelle soufflerie, tout est en place pour qu'Aston Martin devienne une puissance. Tu sais, même si c'est déjà rendu une puissance, on peut pas dire, même si les résultats sont pas tout à fait là, on peut pas dire que c'est une petite écurie, là. C'est vraiment la référence en ce moment en termes d'installation. Puis là, ben, tout le personnel qui arrive et quand Monsieur Adrian Newey va arrêter de faire son jardinage, j'ai bien hâte de voir là, ce qui va arriver. Puis j'espère que nos amis Alonso et même Lance Stroll, parce que j'ai quand même ce petit parti pris canadien, j'espère que ces gars-là vont être là pour avoir du succès là, avant qu'on change le règne des pilotes là. Début mars que Adrian Newey va avoir fini de jouer dans les fleurs. C'était une allusion que tu faisais au terme là, quand du personnel d'une Ouais. écurie de Formule 1 quitte. On leur demande de s'absenter du domaine pour pas partager des secrets, toutes ces choses-là. Mhm. Donc, c'est ça. En ce moment, on dit à Adrian Newey de faire du jardinage. Donc, début mars, il pourra rejoindre les rangs de l'écurie verte. Ben, c'est ça. C'est intéressant. Puis, j'invite les gens aussi d'aller visiter. C'est disponible sur YouTube, d'aller voir l'usine. Vous pouvez même voir un peu les moments de la construction, puis tout ça. C'est sur la chaîne YouTube de Aston Martin, Aramco Formula One, en tout cas, tous les noms comme ça, vous allez être capable de trouver, là, si vous tapez Aston Martin F1 dans votre recherche sur YouTube, vous allez être capable de voir ça. Et c'est phénoménal de voir
tout ce à quoi on a pensé. Donc, c'est à la fine pointe de la technologie. Donc, c'est pas surprenant de voir qu'on est capable de séduire des cerveaux du sport, de rejoindre l'écurie lorsqu'on voit ces installations-là. En plus, on a bien fait ça. On n'a pas été les faire n'importe où. On les a fait en Angleterre où ce que plus que 96% des gens sont déjà situés là-bas. Donc, c'est facile de les faire déménager d'une écurie à une autre pour les attirer. Je vous apporte un autre sujet qui a attiré mon attention, attiré l'attention de bien des gens, bien sûr aussi. C'est cette fameuse nouvelle-là qu'on a prolongé notre contrat avec Spa-Francorchamps. Lorsque j'ai vu ça, j'ai fait, ben, c'est une nouvelle fantastique. Je sais que des puristes du sport comme nous trois, ou même nous quatre, on peut dire, parce que je m'inclus là-dedans aussi, j'adore conserver les circuits, garder ce qui est propre à la Formule 1 depuis longtemps. Je sais que Jean-Christophe est pareil lorsqu'on échange sur des circuits comme Monza, toutes ces choses-là. Lui aussi, c'est ce qui le fait vibrer. Du côté de François, c'est la même chose. Kevin, pareil. Donc, lorsque j'ai vu Spa qui allait être conservé au calendrier, j'étais hyper content. Lorsque j'ai regardé les années, par contre, là, c'est là que ça l'a accroché. J'ai vu qu'on allait être là, mais là, il manquait des saisons. Et des saisons où on n'ira pas à Spa. Je dis, tiens, peut-être qu'on va faire des rénovations au circuit. On a déjà vu ça par le passé, construire une estrade, faire quoi que ce soit. On ne pourra pas y aller pendant qu'on fait ça. Non, c'est pas le cas. C'est une nouvelle approche qu'on veut apporter de mettre des circuits en rotation. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont sur le calendrier une saison, la saison d'après, ils ne le sont pas. Après, on y retourne. Je vous demande à vous, messieurs, comment vous trouvez ça? Je vais commencer avec toi, Jean-Christophe, puisque tu t'es pas exprimé sur Andy Cowell. On va commencer avec toi pour ça, là. Le Oui. fait que Spa-Francorchamps va sortir, rentrer du calendrier, est-ce que c'est quelque chose que tu veux voir, toi? Est-ce que ça t'attire pour dire, ça va laisser la chance à d'autres villes, d'autres pays de rentrer dans le championnat du monde ou des circuits comme Spa, comme Monza, les classiques, ne devraient pas sortir? C'est vraiment intéressant comme dilemme parce que autant que c'est pas une mauvaise idée à la base d'alterner des circuits. Là où j'ai un problème avec ça, c'est quand on alterne des circuits qui sont historiques qui sont Mhm. emblématiques de la F1. Genre Ouais. Spa. Pourquoi est-ce qu'on choisit pas? Pourquoi est-ce qu'on choisit pas comme je sais pas là, je vais vraiment y aller très aléatoirement, mais je parle d'un circuit comme Jeddah. Tu sais, je comprends que l'argent, ça parle en premier, probablement qu'ils payent beaucoup d'argent pour avoir une course à chaque année. Je crois que c'est plus quelque chose qui a un rapport à ça. C'est qui est le plus gros, euh, bon, à défaut d'avoir des mots en français, le plus gros bidder Ouais, pour pouvoir aller chercher qui est la plus grosse mise qui pour a aller chercher la une poche piste la plus de profonde. plus, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Exact, exact. Qui a, c'est ça, le levier pour aller chercher le plus de cash dans une machine à cash qui est la F1. Autant on peut pas vraiment les blâmer, mais on sort un petit peu dans l'essence de qu'est-ce qui fait la F1. Les circuits qui sont là depuis presque le début. Genre, c'est pas. Là, si on commence à juste, je sais pas, je trouve ça un petit peu décevant, Mhm. mais j'espère que ça va se replacer, qu'ils vont mettre leur priorité à la bonne place, quand même maximiser aussi ce potentiel-là d'avoir des pistes à rotation qui pourraient être intéressantes si bien exécutées. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y en a que ça nous fait pas trop de peine si on est capable d'avoir un petit break et de pas les voir pendant une saison. J'y vais avec toi, Kevin. Je sais que tu es un amateur de jeux de mots. Donc, est-ce que tu es d'accord avec Jean-Christophe que c'est pas correct de sortir Spa-Francorchamps? Non, c'est pas correct du tout. Puis C'est je pas trouve que c'est correct. c'est ça, c'est pas correct. Je suis outré. Je te dirais bien franchement que je trouve ça dommage. Moi aussi, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dit ah oui, ok, parfait. Puis là, finalement, on lit en profondeur. Puis là, on se dit oh, là, ok, il y a quelque chose qu'on trouve vraiment dommage. Mais on en est rendu là. Beaucoup de pays veulent avoir un Grand Prix et c'est normal vu la popularité croissante de la Formule 1. Mais je trouve ça dommage que certains circuits mythiques en soient rendus là, comme Spa-Francorchamps notamment. On sait que même Zandvoort va éventuellement quitter la Formule 1. On parlait peut-être, j'avais vu une alternance de Barcelone ou Imola aussi, là. Reste à voir qu'est-ce qu'il en sera, là. Mais c'est ça, je trouve ça dommage là-dessus, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. On va devoir s'y faire malheureusement. On peut pas extensionner ça à 27 courses. Les Non, pilotes c'est ça. ont été clairs là-dessus. Donc,
Max Verstappen, qui lui a 24 Grands Prix, il en aura le bol. Les écuries aussi, même si on facilite un peu le transport, les calendriers et toutes ces choses-là, ça Mm. reste que des Grands Prix à l'extérieur. Il faut se rendre, hein. Nous autres, on s'assied devant notre téléviseur puis on regarde les essais libres, le week-end, tout ça. Mais tout ce beau monde-là, faut les déplacer. Donc, oui, on leur demande d'arriver le mercredi pour commencer à tout placer les installations. Mais si on arrive le mercredi, ça veut dire que tu n'es pas à la maison le lundi, le mardi, parce que tu te prépares pour ton voyagement. Ils vont à l'usine, après ça, ils quittent. Après ça, ben, le dimanche, le temps qu'ils s'en aillent vers une autre destination. Donc, on est capable de comprendre que ça n'a pas de bon sens d'aller plus que 24 courses. On va peut-être aller à 25. Mais l'autre solution qu'on a trouvée, c'est d'être capable d'aller chercher de l'argent un peu partout dans le monde, sauf sans extensionner le calendrier, mais en faisant des rotations. De ton côté, François, je veux que tu touches la question, savoir si tu es d'accord, puis je veux aussi que tu ailles du côté que si on a eu le culot de sortir un Grand Prix mythique comme Spa-Francorchamps du calendrier, as-tu un peu peur pour Montréal aussi qu'on tombe dans une fameuse rotation lorsque ce sera le temps de négocier? Oui, ben, c'est sûr que c'est des trucs qui vont me faire peur. Quand, tu sais, pour faire le tour de la question, quand Jean-Christophe a commencé à aborder, j'étais là, ben oui, c'est exactement comme ça que je pense, comme ça que je pense, parce que les circuits mythiques, on les aime, on veut pas qu'ils disparaissent. Si ça prend une rotation, je préfère avoir un circuit en rotation que de le perdre pour toujours. Puis c'est de valeur de voir que c'est l'argent qui mène le bal, mais ça Cash en is fait. king. Ça, Cash is Tu King, t'en ouais, allais le dire. Tu t'en oui, allais le dire. c'est sûr. Parce que quand Lewis le dit, Cash is King, tu sais, on est un podcast francophone, mais c'est facile, l'argent est roi. Ouais. Euh, c'est ça qui mène le bal. Et autant que, oui, on est puriste, on veut voir les circuits comme Spa, Silverstone, Monza. On veut voir ces circuits-là rester. On aimerait voir des circuits revenir. Tu sais, le Nürburgring, pas le Nordschleife, là, mais le Nürburgring Grand Prix. C'est un Oui. circuit qui était là longtemps sur le calendrier. On comprend pas pourquoi il n'y a pas de course en France. Il y a tellement de beaux circuits, Magny-Cours, tu sais, qui peut être mis au goût du jour. Donc, d'avoir une rotation, si c'est la seule façon de garder certains grands prix qui ont peut-être plus de difficultés, eh bien, je vais devoir accepter cette réalité-là. Tu sais, on comprend tout l'enjeu commercial. On comprend aussi que, oui, c'est souvent ces circuits-là qui sont plus mythiques et qu'on aime tellement de cœur ont été construits dans des endroits très reculés et que c'est parfois très difficile de s'y rendre et que les infrastructures ne sont pas faites pour accueillir nécessairement le nombre de personnes maintenant qui est nécessaire pour rendre un Grand Prix rentable. Par conséquent, comme je dis, je préfère voir une alternance entre les Grands Prix que de voir certains Grands Prix disparaître. C'est juste que oui, moi j'irais avec une alternance, peut-être plus avec des Grands Prix qui n'ont pas l'historique d'un Spa, d'un Monza ou d'un autre circuit mythique comme ça, et peut-être justement faire une alternance entre ces pays qui à la fois n'ont pas une historique de F1 et n'ont pas non plus une culture de F1. Ouais, c'est plus facile. Moi, pour moi, ça serait plus facile de dire à un circuit, vous rentrez dans le calendrier, mais on va vous sortir une année sur deux que de sortir. Je pense que ça devrait être un droit acquis pour certains endroits. Même Montréal, je considère que ça devrait être un droit acquis. Mhm. Il y a eu des gros investissements qui ont été faits, oui, par les paliers de gouvernement, mais aussi par les amateurs de F1 qui continuent de se présenter et de faire preuve que la F1 peut survivre à Montréal, qu'on a des passionnés, qu'on veut voir les meilleurs au monde dans ce domaine-là venir s'exprimer, venir montrer leur talent. On a aussi ouvert la porte à faire venir d'autres catégories. Ça faisait Mhm. longtemps que les partisans le demandaient. On va avoir la F1 Academy qui va venir. Ça va être à compter de cette saison qu'on va avoir la chance de voir les dames piloter leur voiture. Donc déjà là, ça va être intéressant de voir une autre catégorie. Donc tout ça, tous ces investissements-là, puis je parle pas seulement du côté monétaire. Tu as raison, François, c'est ce qui prédomine. L'argent, cash is king, Mhm. oui, c'est l'expression Malheureusement. anglaise, on en fait des jokes, je savais que tu allais la nommer. Autant que l'expression chaque personne dans la bonne chaise appartient à Kevin, cash is king après Lewis Hamilton, c'est rendu l'expression de François Goulet. Tu le dis à peu près à tous les épisodes qu'on a fait du Mhm. F1 podcast et j'adore que tu l'emmènes parce que c'est toujours d'actualité. Mais à part ça, les partisans, quand on est au rendez-vous puis on remplit les estrades, le vendredi, c'est déjà plein. On mérite d'avoir ce droit acquis-là. Peut-être que je suis naïf, puis il y a des grandes possibilités que je le suis. Mais je trouve qu'on ne devrait pas être obligé de partager notre Grand Prix avec d'autres. Je sais que je vois un peu au devant de la parade parce qu'on n'est pas rendu là. Je panique peut-être trop vite, sauf que j'ai de la misère à croire que si on le fait en Belgique, on ne viendra pas essayer de nous passer ça au Grand Prix du Canada lorsque ça sera le temps
de renégocier. Ben, j'ai une idée à cet égard-là, par exemple. Moi, je Ouais. pense que les circuits qui devraient être, on va dire, en danger ou plus mis à l'étude, c'est les circuits qui offrent un moins bon spectacle. Mhm. Lorsqu'on a un bon spectacle à quelque part, et on parlait de circuit mythique, on ne l'a pas nommé, Interlagos. Interlagos, là, c'est pas le Mhm. plus grand des circuits, c'est pas Devrait celui avec jamais. les plus longues Ouais. lignes droites. On s'entend-tu que depuis plusieurs années, là, et puis même on peut remonter extrêmement loin, là, c'est toujours un circuit qui livre la marchandise lorsqu'il Ouais. vient le temps d'avoir du, du, du bonbon, du divertissement. Donc, imaginez-vous qu'ils nous disent, puis qu'ils en parlaient au Brésil peut-être de faire un nouveau circuit ou que ce soit. Moi, Interlagos, je toucherais pas parce qu'à chaque année, c'est presque unanimement la meilleure course. Tu sais, on pense à Spielberg aussi, donc Ah tout oui. ça, là, tu sais, gardons ces circuits-là qui nous procurent du plaisir à avoir des courses serrées et mettons en alternance ou justement à l'étude les autres circuits qui, des fois sont douteux, là. On peut leur laisser des chances, là, mais c'est là que mon idée s'en va. Non, non, je suis d'accord que c'est pas un Grand Prix qui décide que Mm, ils vont tous être mauvais. Mais mm. Interlagos, tu fais bien de mentionner, on avait échangé sur le sujet dans des podcasts la saison dernière avec Kevin, avec Jean-Christophe, la même chose, comme quoi que Brésil n'aurait jamais dû perdre son poste de dernier Grand Prix de la saison. Ah oui. Les championnats devraient se jouer au Brésil, mais on le sait tous. Pourquoi qu'on a fait ça? Parce que en allant à Abu Dhabi pour la fin de saison, mais on est capable de laisser toutes les installations là-bas et de procéder aux tests Pirelli, aux tests pour la saison Mhm. suivante. Puis la température n'est pas un facteur à Abu Dhabi. Puis en plus, on est tellement étroit avec le gouvernement, puis le gouvernement est tellement puissant pour prendre des décisions qu'on est capable de faire rouler les voitures de la nuit, puis il n'y a personne qui peut chialer. Ce ne serait pas le cas à Montréal. On sait que les gens de Saint-Lambert ont déjà de la misère à subir 3 jours de Grand Prix en après-midi, imaginez. Puis au Brésil, ben, c'est pas les mêmes circonstances avec la température, toutes ces choses-là. Il y a des jours qu'on pourrait peut-être même pas rouler. On a de la misère, on a eu même de la misère à faire des Grands Prix cette année. On est obligé de chambarder toute l'horaire à cause de la température. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est imprévisible rend le spectacle de la Formule 1 ce qu'on veut voir. Dans le fond, on l'a vu, la meilleure course de la saison, ça a été Montréal où il y a eu de la pluie. Puis la Mhm. meilleure de la saison, pour moi, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais je serais bien surpris, c'est celle de Sao Paulo. Ça a été la meilleure course de la Ouais, saison. ouais, j'aurais dit Ah, la même c'était chose. hot. C'est Mm. ça, exactement. Donc, là, je vous apporte dans un autre sujet, un sujet qui, encore une fois, retient l'attention de nos auditeurs, c'est Cadillac. Je sais que c'est loin, c'est Mm. 2026, mais il va falloir choisir des pilotes chez Cadillac. Puis ça, c'est un sujet 2025, selon moi, parce qu'on ne va pas attendre à Hmm. 2026 pour décider qui va piloter pour General Motors Cadillac. Je vous demande un peu de jouer au directeur d'écurie, de regarder qui est disponible. Je sais que vous n'avez pas toutes les ententes de contrat et toutes ces choses-là, mais admettons qu'on regarde là, un peu qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est dans l'air. Si je suis obligé de prendre de l'argent de ma poche et de faire une gageure sur qui va être un pilote pour Cadillac, j'ai pas le choix d'y aller avec Colton Herta. Colton Herta, je vais commencer avec toi, François, parce que tu connais bien la formule Indy. Tu vas être capable de nous dresser un peu un portrait de ce gars-là. Mais Colton Herta, c'est un gars qui est souvent dans les pourparlers. Donc, c'est pas nécessairement mon choix à moi. Je pense qu'il est très, très bon. Mais il a déjà été un candidat. Même Red Bull avait essayé d'y avoir une super licence. Ça n'avait pas été Mhm. possible. À ce moment-ci où on se parle, il n'a toujours pas sa super licence. C'est un sujet que tu avais déjà déploré, comme quoi qu'on devrait donner plus de points en Indy aux pilotes pour que justement on faciliter la Formule 1 de recruter des pilotes pour qu'on ne soit pas obligé de les faire piloter dans d'autres catégories pour aller chercher ces fameux points-là qu'on demande, une exigence de la FIA pour qu'on puisse être capable d'avoir un volant en Formule 1. Donc, pour l'instant, au moment où on se parle, Colton Herta a beau être un candidat numéro un qui est sur toutes les lèvres, il n'a pas sa super licence pour monter. De mon côté, personnel, si on laisse faire là, ce qu'on entend un peu partout, moi j'y vais avec, tu vas le savoir qui je vais nommer, je vais même te laisser le nommer. Qui tu penses que j'irai avec chez qui vient aussi du Indy, un Mexicain? Il est dans ma liste de noms qui est ici, Monsieur Pato Howard. Oh, Art, tu sais à quel point je Ouais. l'aime. Moi, j'irai On avec l'aime ça. beaucoup. Ouais, on l'aime, c'est ça. On l'aime beaucoup, Pato Howard. Moi, Ben, j'y ouais, vais avec vas-y. ça parce que je frappe un grand coup côté marketing parce que le marché américain, le marché de la voiture, autant du côté mexicain que du côté de l'Amérique, du côté des États-Unis, c'est très, très gros. Il est très populaire. Je pense que ça serait un grand coup pour Cadillac d'aller le mettre. C'est aussi un pilote qui a déjà sa super licence, peut déjà piloter en Mhm. Formule 1. Il a eu les essais hivernaux avec McLaren. Il a très bien fait aussi. Donc, pour moi, même si on le mentionne
Je trouve qu'on le mentionne pas assez. Pour moi, il a un pas en avance sur Colton Herta. Du moins, dans mon cœur à moi, il a un pas d'avance. Mais je te laisse te prononcer, toi, qui tu irais pour tes pilotes, là, Bon, ben, côté première Cadillac. des choses, on sait tout de suite qu'une écurie comme ça qui va arriver va vouloir un pilote d'expérience Mhm. et probablement justement un pilote plus jeune pour justement faire du développement et leur long terme. Le nom qui est sur toutes les lèvres, du moins que j'entends à droite à gauche, puis c'est drôle parce qu'on n'a pas vraiment parlé entre nous, c'est Valtteri Bottas. Donc Valtteri Ouais. Bottas qui est sur la touche en ce moment. Écoute, c'est comme si le siège lui était déjà réservé. Là. De ce que j'entends, là, tout le monde dit, ah ben le choix logique, c'est Bottas. Je, Donc je là, il va. t'arrête, je t'arrête juste un petit moment, François. Le fait qu'il ait signé avec Mercedes comme pilote de réserve, OK? Oui. Est-ce que ça peut venir jouer dans cette décision-là de faire que si jamais Cadillac veut le mettre sous contrat, faut dire que si on est capable de donner un pilote, il va sûrement quitter Mercedes, mais j'imagine si on le signe, on va vouloir l'avoir assez d'avance pour le mettre dans les bancs d'essai et toutes ces choses-là. Est-ce que tu penses que ça peut jouer ou c'est quelque chose qui se négocie assez vite? Peut-être, ben, probablement, je pense que ça doit se négocier. Probablement aussi que lui a dû négocier ça dans son contrat. Il a assez d'expérience et c'est un vieux loup. Puis Oui. Mercedes va être réglo avec Bottas et il a donné de bons services. Je pense que Mercedes a pris les services de Bottas parce qu'un, il savait que c'était le pilote. T'sais, il savait exactement comment il est. Il a travaillé là longtemps. Donc, il va donner la marchandise. Mais Bottas, c'est un pilote qui est plus vers la fin que le début. Mercedes, je pense pas qu'ils vont jouer une partie de bras de fer avec Cadillac si Bottas a l'opportunité d'avoir un volant intéressant et un contrat, un dernier bon contrat, du moins, ou un avant-dernier bon contrat avec une écurie comme Cadillac. Donc, je pense que le contrat de Bottas, c'est vraiment juste pour pouvoir le garder en forme pendant cette année-là. Mais, tu sais, je pense pas que ça va être un obstacle, là. Puis c'est certain qu'il y a de quoi de signer à quelque part un peu à la Carlos Sainz, du genre, s'il y a une écurie qui vient me chercher, j'ai le droit de me sortir de ce Ouais. contrat-là. De toute Fait que façon, c'est ça, très rare, c'est très rare qu'un pilote de réserve ne peut pas sortir, là. ouais, non, c'est C'est ça, ça. là. Puis Moi, c'est plus du surtout pas un côté, Bottas, là. c'est plus du côté, si on veut l'avoir au mois de juin, du côté de Cadillac, est-ce qu'on va être capable de le OK. sortir? Mais je suis d'accord avec toi, je pense pas que Mercedes va l'arrêter, là. Non, c'est ça. Non. Donc, mettons qu'on met Bottas dans ce baquet-là, fait qu'on a déjà ça de prix. Je dis pas qu'un Perez pourrait pas aller chercher ce siège-là. On oublie Ricardo, je pense qu'il est passé à autre chose, Non, même si on ouais, sait ouais. pas trop ce qu'il fait. Mais je pense vraiment que Bottas, là, c'est en canne. Maintenant, Colton Herta. Colton Herta, il était sur les lèvres à ce moment-là. Puis quand je dis à ce moment-là, ça fait quoi maintenant? Peut-être plus de 2 ans, là, le temps passe vite, hein? Ouais. Donc, il était extrêmement excitant, jeune et rapide. Et là, ses performances ont un peu périclité depuis ce temps-là. Il n'est pas à l'avant-scène comme il l'avait été à l'époque. Donc, c'est plus trop la saveur du jour en IndyCar, Colton Herta. Je dis pas qu'il est pas bon, là, c'est juste que on pense qu'un gars comme justement Pato Howard aurait plus de chances de tirer son épingle du jeu. On cherche un pilote américain, mais Pato Howard est un pilote nord-américain, sachant que Perez est peut-être sur la sortie. Le marché mexicain est un très gros marché à aller chercher. Le Grand Prix du Mexique est une course très plaisante à voir. On aimerait vraiment pas ça la voir disparaître, ou peut-être la voir en Ah, alternance. non, moi non plus. Donc, non, non, excusez, il fallait que je l'amène, là. Donc, donc, oui, Pato Howard semble être un candidat, du moins s'ils vont chercher dans le puits IndyCar. C'est pas mal le seul que je voyais parce que j'avais mis des noms, là. Urta, 24 ans quand même, Urta, Pato, Mhm. 25 ans. Dans les pilotes Chevrolet, ben, tu sais, Joseph Newgarden, beaucoup trop vieux, 34 ans, même s'il est rapide, on oublie ça. On a souvent parlé de Théo Pourchaire, mais il n'est pas pilote américain, mais c'est quand même un pilote qu'on parle souvent comme ah, ben, pourquoi il n'a pas eu sa chance en F1, Ouais. Théo Pourchaire. Donc, moi, je verrais, oui, si on peut là, le préparer un Valtteri Bottas pardon, et un Pato Howard. Puis avant de terminer là-dessus, puis Jean-Christophe va avoir un petit flag à côté de lui parce qu'on a parlé. Écoutez, moi, je veux lancer un long shot là-dessus. Là. Je vais faire une prédiction un peu sauvage là, pour l'avenir de ça. Mais s'ils veulent un bon pilote américain puis souvent, lorsqu'on compare à F1, tout le monde passe par le même parcours, hein. F4, F3, F2. Un qui est très rapide en ce moment et que je crois qu'un jour peut-être pourrait, avec les bonnes circonstances, se retrouver en F1, est un jeune qui s'appelle Connor Zilisch. Et la raison pour laquelle je le nomme est très simple. Il a 18 ans. Il a été champion de karting. Là, en ce moment, il roule en NASCAR, en Trans Am, en IMSA, en LMP2, donc il conduit des prototypes. Ça, puis il est dans la famille Chevrolet.
Et sous la gouverne de Chevrolet, il y a rien. Si le jeune il est rapide, dans n'importe quelle voiture qu'il touche, ça serait quoi de lui faire faire un essai, exemple, justement à IndyCar, parce qu'on a vu des pilotes comme McLaughlin qui faisait du V8 australien performer en IndyCar. Il n'y a rien qui est impossible de donner, exemple, un Indy Light, un IndyCar à Connor Zilisch qui est sous la famille Chevrolet et de voir que ce gars-là est rapide et peut-être de l'entraîner et de le former et que ça devienne un pilote nord-américain qui est dans la famille General Motors. Euh, parce que je parlais de Jean-Christophe. Jean-Christophe a couru avec. On en a parlé l'autre jour, là. Ouais. On s'est texté, moi Mhm. puis lui. Donc, j'aimerais savoir son son de cloche. Est-ce que c'est moi qui est un petit peu trop optimiste de penser qu'un jeune, même s'il est vraiment pas dans le giron de la F1 en ce moment, qu'il y a des portes qui pourraient s'ouvrir à un jeune comme Connor Zilisch qui performe partout ce qu'il va en ce moment, qui est jeune, qui fait tourner des têtes. Est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir une Ben, trace pour lui en C'est F1? pas fou, hein? non, C'est c'est pas fou. On ça. dirait que j'avais pas pensé dû au fait qu'il est tellement bien ancré maintenant. Il est au niveau professionnel le plus élevé que tu peux dans sa catégorie, le Mhm, NASCAR. Et là, de peut-être faire un switch comme ça serait de la belle grosse pub, honnêtement, pour les deux. mhm, Ça serait une étude, en fait. Est-ce que quelqu'un qui est vraiment bon en NASCAR pourrait être bon en F1? Lui qui a fait un petit peu les deux, il fait beaucoup de circuits routiers. mhm. Il en a fait beaucoup en kart. Il en fait encore en GT3, LMP2, name it, surtout les circuits nord-américains. Est-ce que ça se traduirait en vitesse? Je crois que ça vaut la peine de l'étudier. Mhm. Il est encore très jeune. Il a 18 Ouais. ans. Il y a vraiment, si c'est juste dans 4 ans, puis il a 22 ans, c'est vraiment, un temps parfait pour entrer en F1. Il y aurait 4 ans de plus d'expérience et il y aurait le temps d'y penser, de le conceptualiser, d'essayer, d'aller au sim, peu importe. Ouais, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas il a pas sa super Oh licence. non, non, on est loin de là, On est là, loin de mais là. Puis on est si, loin Il de faudrait là. qu'il fasse d'autres choses, c'est ça, exact. Il corrige-moi faudrait qu'il si je me fasse du trompe, WEC, peu importe. corrige-moi si je me trompe, François, mais on l'a vu gagner ensemble, hein, Zelic, si je me rappelle bien, on écoutait Zilich, tout. on a regardé Watkins Glen en NASCAR, puis Exact. c'était le jeune qui était sa première course de NASCAR Ouais. Xfinity qui a battu Shane Ouais, Van Gisbergen à la régulière là, dans ouais, une faut le faire. voiture. Ouais. Puis moi, je le connaissais pas. Puis là, j'ai dit, hey, c'est qui ce jeune-là? Là, j'ai Ben oui. regardé à droite à gauche. Il a gagné les 24 heures de Daytona à l'MP2, les 12 heures de Sebring. Il gagne en Trans Am. Donc, tu sais, il est vraiment bon. Il a Un résisté à excellent pick-up. trois relances en fin Ah, ouais, ouais, d'épreuve. oui. Trois relances, il n'a pas fait d'erreur. Tous les vétérans, les jeunes, les vieux loups attendaient qu'il commette l'erreur, puis il l'a pas commis. Ah, ouais. C'est aussi un pilote Red Bull. Oui, oui. Pas nécessairement ben, dans la famille Red Bull, mais très, très loin de la F1, mais quand Oui, même, oui. c'est, a des liens avec Red Bull Mm. Extreme là, pour les sports extrêmes, toutes ces Ouais. choses-là. Mais si je contacte, t'apportes ça. J'y vais de ton côté, Kevin. Je sais que toi aussi, tu as t'as une opinion sur ces pilotes-là, qui pourraient être les deux pilotes Cadillac. Je veux pas te voler ton punch, mais il n'a pas été nommé par les deux autres. Mais je sais que Palou aussi, là, j'ai pas son prénom qui est bien chaud. C'est un pilote Alex. qui Alex. Alex Moi, j'allais Palou. le nommer à Ah, Alex Palou. ok, C'était un de mes choix. c'est Mais ça. j'ai Mais oublié, c'est pas grave, là. non, non, C'est c'est parfait qu'on correct. en parle. Moi, c'était définitivement un de mes choix. Va- va- Puis, c'est vrai qu'il n'est pas américain, hein, Ouais. mais il est connu aux États-Unis. D'après moi, ça fait une partie du travail. Il a gagné 3 championnats Mm. IndyCar, il a comme fait sa place aux États-Unis. Oh, ouais. Il est ancré avec le marché américain. Puis, je pense pas qu'il gagne avec un Chevrolet, par exemple. Il gagne avec Honda, ouais. c'est des moteurs Honda, hein, il Ouais. me semble. C'est pour ça que je l'ai pas Donc, nommé, moi. Je l'aurais nommé, ouais, là, mais c'est pas la je me gardais filière, une gêne. mais quand tu es 3 fois champion, des fois, c'est peut-être que lui pourrait se superséder, tu sais, ces petites barrières de coûts contractuels, là, quand tu es trois Ouais, fois champion. Tu peux le faire, ce exactement. genre de choses-là. Si on veut Mais bien, continue. On va laisser Kevin y aller Ben avec oui. ça. Kevin, Alex Palou, c'est un de tes choix ou pas, ou plus maintenant? C'est sûr que c'est un choix intéressant. Alex Palou, c'est un pilote d'expérience, c'est un pilote qui a prouvé qu'il avait sa place dans l'élite. Comme François l'a mentionné, c'est sûr un pilote d'expérience. Il a mentionné Valtteri Bottas, évidemment, on va dire pourquoi pas. Moi, j'avais pensé aussi à ça, pilote d'expérience et un pilote américain pour l'aspect marketing aussi. Côté expérience, si jamais il n'est pas retenu, je mets son nom entre parenthèses, Yuki Tsunoda, s'il n'est pas retenu par Racing Bulls après 2025. Il y a maintenant quelques saisons dans le corps, donc peut-être ça peut être un choix. Colton Herta, on l'a mentionné, oui, aussi. Puis sinon, il y a un autre pilote américain, messieurs, on ne l'a pas mentionné, il est en Formule 2, c'est Jack Crawford. Ouais. Jack Crawford, c'est pas le pilote le plus redoutable, mais quand même, cinquième du championnat cette saison, devant un certain Andrea Kimi Antonelli, Mhm. devant un certain Franco Colapinto, un des préférés On l'a de, pas, ah là, il Ah, fait t'aurais dû plaisir. laisser à Marty, ça. Ah là, il fait plaisir de puis, le dire. Oliver Behrman, devant Oliver Behrman aussi. Quand même, quand même assez régulier, pas des grands coups d'état, mais un pilote américain qui est chez Aston Martin.
soit dit en passant, le jeune Jack Crawford. Donc, qui sait, peut-être qu'il pourrait avoir une opportunité à gauche et à droite si jamais on ne réussit pas à signer contre un Hurta. Donc, moi, je pense que ça pourrait être une option. Très plausible. On est un peu. Là, les gens qui nous écoutent, qui sont familiers avec la Formule 1, ils disent, écoutez, ils nomment des gars que peut-être qu'on Ouais. connaît moins, on est moins familier avec eux autres. Ça nous prend des gens d'expérience en Formule 1, sauf que c'est pas évident de convaincre quelqu'un de s'emmener dans une nouvelle écurie. Ça fait Mm. partie de la réalité. On a vu Audi, là. Audi a eu énormément, toute la difficulté du monde à aller chercher des pilotes. Finalement, on s'est rangé du côté de Bortoletto, qui, c'est un jeune. Fait que c'est sûr que là, le téléphone sonne, on y va, là, c'est sûr. Puis du côté d'Hülkenberg, ben, il est allemand. Fait que Hülkenberg, c'était son rêve de piloter pour Audi, donc c'est ce qu'on était capable de faire. Mais on n'a pas tous les lignes à l'eau qu'on a envoyées et ça n'a pas mordu. Autant du côté de Ocon que du côté de Carlos Sainz, ils n'ont pas été capables de les attirer chez Audi. Donc ça risque d'être la même réalité pour une écurie GM, General Motors. Par Mhm. contre, on arrive avec un moteur qui existe, un moteur existant, un moteur Ferrari. Donc, mais c'est seulement pour 2 ans. Donc, est-ce que ça peut aider à convaincre quelqu'un, un pilote qui est déjà en F1? Ça reste à voir. Mais Jean-Christophe, il nous reste quelques minutes, là, vraiment quelques minutes pour ce sujet-là, pour être capable de le clore et de passer au top 10. Je sais que les gens ont hâte d'entendre nos top 10 des pilotes de la grille de 2024. Donc, pour toi, si on décide d'y aller, là, peut-être expérience ou pas, mais qui tu penses qu'il y a des chances de rentrer là? Tu as déjà nommé Alex Palou. Je te laisse enchaîner avec ton deuxième. Oui, moi, je sais pas si c'est juste un fantasy encore, mais je peux pas dénier le, je vais en franciser un mot, marketabilité Ah, moi aussi. de Ah, non. gars, Moi aussi, je vois le côté marketing ouais, là-dedans, c'est sûr, ouais. de Monsieur Ricciardo. Ah, Honnêtement, ouais, là, ah, Et, ouais, ah, ouais. et, c'est vrai. je peux, je peux juste pas le mettre en dessous du tapis tout de suite. Il est encore là, il est encore un petit peu sous le cœur. Oui, peut-être qu'il est vraiment, il a vraiment fait paix avec ça, mais moi, dans sa position, je me fais donner une seconde chance sur un plateau d'argent si ça arrive, s'il se fait appeler. Moi, Mhm. j'étais dans la position, je le prendrais cet appel-là et j'irais. Tu perds rien. Ah, mais Il y Jean-Christophe, a vraiment rien on à est. perdre. Il a déjà été un petit peu désacré là, avec un peu saison plate, là, et même pas pu finir la fin de la saison chez AlphaTauri. Fait que il y a vraiment rien à perdre, honnêtement, Mais tu si penses ça arrive. que tu penses qu'en 2024, ou même on pourrait dire, certains diraient qu'en 2022, tu n'es plus capable de suivre la cadence, puis en 2026, il va être un pilote. Je sais que tu as dit, tu as donné beaucoup d'intérêt à l'aspect marketing, mais tu penses qu'en 2026, il va être capable de suivre? Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'à quelque part, il y a encore peut-être je suis peut-être vraiment Je pense bourré qu'on veut là-dessus, tous y mais croire, hein. On aime Ouais. tous Daniel Non, à non, Ricciardo, un on moment donné, il aimerait va ça. revenir, puis il va. Ouais, Je c'est sais rien de pas. personnel, là. Je fais juste, tu sais, je me fais l'avocat du diable, mais je Mais mets ça en c'est vrai, perspective, là. Ouais, t'as ouais. raison, ouais. 100%. Hein. Il est retourné dans une autre voiture, là, complètement. C'était pas juste une question de la voiture, Mhm. c'était une question de est-ce que j'ai vraiment encore ma place ici? Puis il y a vraiment probablement c'est un gros genre de crise existentielle depuis ces années chez McLaren. Elle a juste, cette porte-là, elle a vraiment fermé dans sa tête. Ouais. Il n'a jamais vraiment plus sur le pouvoir de tout qui était vraiment encore capable d'être le gars de référence, le gars vraiment rapide, le gars qui fait les fous dépassements sur le frein. Je sais pas. Puis je l'aime d'amour, ça, ce gars-là. Il est vraiment cool. On veut que ça aille bien pour lui. Hmm. Puis, je sais pas. C'est peut-être moi, Non, c'est non, ça. mais je te C'est vraiment comprends, par juste ça. exemple. Puis il y a eu beaucoup de rumeurs, c'est un nom qui revient souvent. Moi, celui de Perez, tu sais, je comprends, mais pour moi, je trouve que Howard est capable de tout donner ce que Ouais. Perez donne côté marketing, en Ouais, ouais, plus ouais. d'apporter de la jeunesse. Puis le gars, sa super licence, il a été très bon dans les essais. Pour moi, Howard moi, il est sur ma liste. 100%. Moi, j'aime. J'aimerais 100%. beaucoup ça. Moi. Ouais, exactement. Bon, écoute, je pense que les gars, c'est ce qui conclut ce sujet-là. Mhm. On va pouvoir passer à notre top 10 des meilleurs pilotes de la grille. Yes. Et maintenant, j'ai gardé pour le dessert. C'est un sujet qui nous a été proposé par un de nos auditeurs, encore une fois, du F1 Podcast, Marc-Antoine Garand, qui m'avait écrit un courriel une journée, un message là, sur Messenger, que vous pouvez aussi avoir accès à n'importe qui veut nous écrire, que ce soit par courriel, je vais vous le donner, F1 Podcast en un mot, à commercial gmail.com, ou à travers notre page Facebook sur Messenger. M'écrivait que ça serait intéressant d'avoir le top 10 ou avoir le classement de nos pilotes, là, savoir les collaborateurs du F1 Podcast ainsi que le mien, savoir qu'est-ce qu'on pense des forces en présence en F1 et d'élaborer ça.
J'ai trouvé que c'était une bonne suggestion. J'ai juste pas trouvé comment l'apporter. À chaque année, vous n'êtes pas sans savoir que les pilotes votent eux-mêmes leur top 10 à travers la grille. Donc, j'ai vu ça comme une opportunité de satisfaire la demande de Marc-Antoine Garand et de se Mm. prêter au jeu aussi, mais à travers ce que les pilotes ont voté. Cette année, il y en a 17 qui ont voté. Donc, Sergio Perez s'est abstenu. Max Verstappen s'est abstenu et Lewis Hamilton, lui, s'abstient toujours. Il ne vote pas pour ça. Donc, à ce moment-là, 17 pilotes ont décidé d'élaborer ce classement-là. On est allé avec les pilotes qui ont été permanents. Donc, les Oliver Burman et compagnie n'ont pas voté. Donc, ce que je vais faire avec vous, messieurs, c'est de traverser le classement, pilote par pilote du top 10. Et là, on va décider si on est d'accord avec eux ou pas. Je suis conscient que eux, ils sont mieux placés que nous autres, là. Les gens là, qui vont dire, ah, ben, vous êtes qui, vous, pour remettre en question ce que les pilotes ont voté. On est tous conscients de ça. On fait ça pour le fun. On n'est pas là pour se prendre pour d'autres. Et puis, si vous n'êtes pas content, ben, écrivez à Marc-Antoine Garand, c'était son idée. Non, non, c'est une joke, là. Mais... C'est ça le problème. non, non, mais ça pour dire, on y va. Puis il y a aussi les directeurs d'écurie qui votent. Je sais, il y a des gens qui m'ont dit, ah, ben, il y a les directeurs d'écurie qui font leur classement. Moi, je porte toujours moins d'attention à ça parce que je trouve qu'il y a toujours le côté que tu engages des pilotes, tu leur donnes de l'argent. Donc, quand vient le temps de voter, bah, c'est sûr que tu vas toujours essayer de donner un petit vote à tes pilotes, à toi, plutôt que d'y aller plus naturel. Du côté des pilotes eux-mêmes, je trouve que c'est peut-être moins biaisé un peu dans leur sélection, mais ça, c'est mon opinion à moi. Le premier, numéro un, qui a été voté à l'unanime pour de mémoire, ses quatrième saison consécutive, c'est Max Verstappen. Est-ce que je suis capable d'être d'accord là-dessus? De ma part, oui. 4 fois champion du monde dans les 4 dernières saisons. La constance, le nombre de grands prix qu'il a remporté dans les dernières saisons, je suis pas capable de remettre ça en doute. Pour moi, il est le meilleur pilote de la grille. Est-ce que je suis capable d'avoir l'unanimité avec Kevin Fontaine? Absolument. OK, parfait, avec de l'écho. François Goulet, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Il exécute à un niveau encore au sommet. Donc, oui, je peux pas contredire ça. Max Verstappen est le meilleur pilote actuel. Jean-Christophe, la même chose, on est tous d'accord là-dessus. Finis pas ta phrase, oui, 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 oui. Ah, on gagne du temps C'est pour beau. les autres. Là, je pense que Exact, exact. on arrive au numéro 2, puis j'ai l'impression que ça se corse déjà parce qu'on a déjà eu des conversations là-dessus. Les pilotes ont nommé Euh, Lando Norris comme étant le deuxième meilleur pilote de la grille. Pour ma part, je ne suis pas, je suis ouais. pas d'accord avec ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Kevin? Non. Pas d'accord du côté de Kevin. François? Non plus. Non plus. Et puis Jean-Christophe? Ouais, gros buzzer. Non. Non, hein, c'est ça. Euh, Non, c'est vraiment pas ça. En tout cas, OK, on va y aller par élimination. Si c'est pas Lando Norris, c'est qui ton deuxième pilote? Je vais y aller avec François, le temps que Kevin peut-être arrange un petit peu quelque chose qui se passe de son côté là, avec son micro. Vas-y, Moi, François. juste a priori, je me base sur le fait que si je mettais tous les pilotes dans la même machine, qui serait le deuxième meilleur, j'ai mis le vieux loup Fernando Alonso. Fernando Alonso. Est-ce que Ouais. tu tiens en compte l'âge quand tu fais ça ou non? Euh, oui, mais je trouve que je l'ai vu exécuter, mais tu sais, là, il n'y a pas une bonne machine, mais même, mettons, quand il y a eu une bonne machine avec Aston Martin, il y a peut-être 2 ans, il Mhm. exécutait à un niveau très élevé. Je pense que Fernando Alonso n'a rien perdu. C'est le Top Gun Maverick là, de la Formule 1. Euh, 100%. c'est ça. Fait qu'Alonso, pour moi, et si tout le monde avait la même machine, je pense que Verstappen gagnerait quand même, Alonso finirait deuxième. Moi, je suis pas d'accord avec vous autres juste à cause de l'âge. Peut-être que je donne trop d'importance à ça. J'essaie d'y aller sur 24 Grands Prix. Pour moi, Fernando Alonso, dans les 2 dernières saisons, a eu énormément a eu du succès à certains moments, mais à d'autres moments, il est pas complètement off, là, c'est pas ça que je veux dire, sauf que la cadence, est-ce qu'il peut vraiment maintenir un gars comme Max Verstappen? Non, c'est pour ça que tu le places deuxième. Est-ce qu'il peut maintenir d'autres jeunes loups? Tu sais, puis j'enlève rien de son talent, là. Je le sais, il est exceptionnel, Fernando Alonso. Puis de faire ce qu'il fait à 43 ans, déjà là, même si son pourcentage a diminué dans ses capacités, diminué très faiblement, il est encore un des meilleurs. Est-ce qu'il est le deuxième meilleur? Je suis pas complètement d'accord avec vous autres, mais je comprends votre point. Je me tourne du côté de Kevin pour essayer de trouver du réconfort. Kevin, est-ce que tu es d'accord que Fernando Alonso est deuxième? Est-ce que ma communication de un est bonne? Non. Présentement, tu as l'air dans l'espace. C'est fait OK. kidnapper dans un Merde. conteneur en ce OK. moment, Kevin. OK. Je vais essayer. Essayer Ah, ça, d'arranger le c'est tout. beau. Ça, c'est Ah, beau. c'est beau, Ouais. parfait. Mais c'est beau que je ne suis pas d'accord que Alonso est le deuxième. Ah, je suis content que ton micro a bien fonctionné, que l'écho est OK. parti. OK, c'est Pour qui ton moi, deuxième? Ouais, mon deuxième pilote, c'est Charles Leclerc. Charles Ouais, Leclerc. exact.
OK, t'as réussi à convaincre Jean-Christophe. Ben là, je suis pas dur à convaincre. Je l'aime bien, Charles Leclerc. OK. Fait que là, à date, on est trois. On est rendu trois, que c'est Charles Leclerc le deuxième. On est-tu capable de t'avoir de notre côté, François, ou tu as un argument pour nous dire qu'on est dans le champ? Ben, c'est que moi, je prends pas en ligne de compte l'âge et ou, mettons, le fait qu'il faut qu'il fasse 24 courses, là. Moi, je fais, c'est c'est la course des champions, là, et on a tous la même voiture, là. C'est un peu là, tu sais, le talent. Je mets aussi l'expérience un peu là-dedans, mais tu sais, en anglais, on dit racecraft, l'intelligence de Ouais. course, là. Donc, non, moi, je vais rester sur mon opinion que je pense que le deuxième pilote, le deuxième meilleur pilote, ça reste Alonso. Mais c'est mon opinion personnelle. Je respecte Euh, ça. On peut ouais, respecter ouais, Alonso. c'est ça. Non, On non, peut c'est. vraiment pas te tromper, là. Mais je comprends. Mais là, si on n'a pas tous les mêmes critères, je peux comprendre que c'est dur d'en venir à Ouais, une c'est autre. ça, on pourra pas. Mais si on y va, OK, puis je fais pas ça pour changer ton opinion parce que tu l'as bien fait Vas-y. valoir, puis dans ce stade, quand tu le dis là, pour un Grand Prix, une voiture égale, je suis parfaitement d'accord avec toi, Fernando Alonso Mhm. arrive deuxième. Sauf que eux, ils ont voté qui étaient les meilleurs pilotes de la grille de 2024. Donc, ils ont basé sur 24 Grands Prix, sur une saison, sur un championnat du monde de Formule 1. Ils l'ont pas fait sur un Grand Prix. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est sûr que si on s'entend, puis tu es d'accord d'embarquer avec Mettons, nous. si on est sur Ouais. l'année passée, là, qu'on juge l'année dernière, là. Non, mais pas juger l'année dernière, mais de dire que là, il y a 24 courses qui commencent, là. Ouais, OK? Toi, là, moi, je pige, là. Mon premier choix au repêchage, c'est Verstappen. Toi, tu ouais. parles deuxième. Tu prends Fernando Alonso pour les 24 courses cette année? OK, ouais, là, Ouh. ça devient. Ouh, bien contextualisé, Marty. Ouais. Ouais, OK. Non, là, c'est quoi? Ah, ben, moi, j'ai mis un ordre là, qui va totalement à l'encontre de ce que vous auriez. Là. Si Ouais. j'avais à choisir un autre. Ah, Ben, déchire ton papier. ouais, non, c'est bon. Mais OK, mettons, sais-tu quoi? Oui, je vais prendre Alonso pareil, parce que je Ah, pense qu'Alonso, dans une Je machine respecte ça. performante, ouais. je pense que Alonso, dans une machine performante, là, serait capable d'aller encore gagner un championnat du monde. OK. Bon, ben, c'est parfait. C'est parfait. J'ai fait ce que j'avais à I faire. stand by Ouais, je non, reste puis, sur ma puis parole. écoute, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, là. OK? Comme je te dis, fait que Charles Leclerc pour moi, Kevin Fontaine, moi je suis pas Kevin Fontaine, ça sonne bizarre, Martin Simon. Les gars, il prend une nouvelle Faut que identité. tu pars comme ça. Non, c'est Ouais. bon. Fait que Kevin est d'accord avec Charles Leclerc, et puis Jean-Christophe aussi, puis François Goulet, il va avec Fernando Alonso deuxième. Donc, on Mhm. passe au troisième pilote qui a été nommé. C'est Charles Leclerc qui a été mis au troisième rang. Donc, automatiquement, mes calculs me disent que moi, Martin Simon, Kevin Fontaine et Jean-Christophe Tran n'auront pas Charles Leclerc au numéro 3. Donc, je commence avec toi, François Goulet. Qui est ton troisième pilote? On en retourne là. C'est un repêchage. Au premier rang, Max Verstappen a été sélectionné. Au deuxième rang, Charles Leclerc a été pris. Mais est-ce que tu le mets au troisième rang, Charles Leclerc, ou même pas? Je l'avais même pas au troisième rang. Moi, Oh! j'avais Oscar Piastri au troisième Ah, rang. ça, c'est OK. beau. Ben là, tu es allé avec la Ouais, ouais. jeunesse. Puis ça, Ouais, je suis d'accord avec toi, oui. et Oscar Piastri, pour beaucoup de raisons, Oscar Piastri exécute à un niveau extraordinaire à sa deuxième saison, ben, a exécuté à sa deuxième saison, et il fait des dépassements en course qui sont calculés, spectaculaires, respectueux, rapides. C'est, je crois, l'homme à surveiller. Puis d'ailleurs, juste une parenthèse, je me rappelle que j'avais pas été là, finalement pour la rétrospective, là, la dernière émission à la Oui. dernière seconde, mais j'avais pas donné les mêmes notes aux pilotes que vous quand j'ai écouté le podcast. Donc, j'ai été plus généreux que vous envers certaines Ah, personnes. ah, Donc, je comprends pourquoi on n'est peut-être pas non plus, on n'a non, peut-être non, pas mais non c'est plus. parfait, puis c'est ça qui est le fun. Puis moi, Ouais. regarde, là, je suis d'accord avec toi. Il est quasiment deuxième dans mon livre à moi, c'est Oscar Piastri. Puis Mm. je l'ai déjà nommé. J'ai déjà dit qu'Oscar Piastri, si c'est pas Max Verstappen qui remporte un championnat du monde, lorsque son règne va terminer, pour moi, c'est lui qui va remporter un titre. C'est, Ouais, il il fait est qu'il, solide. c'est ça, Très il est solide. rendu là. Fait qu'il est quasiment deuxième. La seule raison pourquoi je le mets pas, c'est que, en point de vue qualification, il est pas devant Charles Leclerc encore. Non, ça, c'est vrai. C'est ça. Mais troisième pour moi, Oscar Piastri est là. Est-ce que Jean-Christophe, t'es d'accord avec ça ou t'as quelqu'un d'autre au troisième rang? Moi, j'aurais peut-être mis George Russell. Autant que Ah, je peux y oh ouais. taper sa caboche des fois. Il a déclassé Hamilton Grand Master de la saison, même si les points sont revenus quand même assez similaires, là. Euh, pour que quelqu'un fasse ça à Lewis Hamilton, il faut quelqu'un de la trempe de George Russell. Puis, autant qu'il fait des bourdes ici et là, je veux dire, il y a quand même certains éclats de brillance. Sûrement, il se surcote peut-être lui-même un petit peu, mais il vaut son pesant d'or aussi. Il y a une raison pourquoi c'était
c'est maintenant le futur de Mercedes et le pilier central. Non, il est Celui rapide. qui Il est fait rapide, George Russell. Puis 100%. on l'a vu dans une Williams aussi. C'est le fun pour faire notre évaluation. Lorsque tu as un pilote qui a été dans une voiture moins dominante puis qui était capable de toujours voler le spectacle. Oui, son coéquipier, c'était Nicolas Latifi. C'était pas nécessairement une référence, sauf que c'est quand même un gars qui était capable, dans la pluie, de placer sa voiture sur un podium à Spa. Il n'y Oui. avait pas eu de course, mais dans la qualification, il avait fait tout le travail quand même. Kevin, en espérant que ça va bien sonner comme tantôt, est-ce que c'est où tu y vas avec qui, toi, à ton troisième rang? Troisième, je suis assez partagé. Entre Oscar Piastri et George Russell. Euh, Juste peut-être, je te dirais, au niveau peut-être de l'expérience, je dirais une petite affaire pour Russell, mais pas grand-chose. OK. Pas grand-chose. Parfait. Fait qu'à ce Ouais, ouais. moment-là, encore une fois, comme dans l'autre côté, on a égalité. Fait que c'est correct. George Russell pour Kevin Fontaine et Jean-Christophe Trahan. Martin Simon, moi et François Goulet, on est d'accord avec Oscar Piastri pour le Ouais. troisième rang. Donc, on passe maintenant où ce que les pilotes ont voté quatrième. Je suis mêlé, moi. Non, non, c'est ça, au quatrième, excuse-moi. Rendu au quatrième rang, on a voté George Russell. Donc, les gars, si vous aviez George Russell au troisième rang, est-ce que c'est Oscar Piastri qui est rendu au quatrième? Pour Moi, moi, j'avais Piastri au quatrième. Ah, parfait. C'était juste un inverse pour C'est ça, moi. on fait juste On inverser est les très deux. proches, là. c'est ça. Exact. Est-ce que c'est la même chose On pour est très toi, proches. Kevin? Oui, oui, absolument. Parfait. Donc, je vais me prononcer avec François à ce moment-là. François, je vais y aller en premier. Si on va au quatrième rang, euh, moi, j'ai pas le choix. Je l'ai dit tantôt, je pense pas qu'il peut être champion du monde. Je le vois pas comme étant deuxième, mais je le vois pas tellement loin non plus. Je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel, il y a des choses à travailler. Mais j'y vais avec Lando Norris au quatrième rang. J'avais le même Lando Norris au quatrième, c'est ce que j'ai écrit. Je peux le prouver. Bleu sur blanc. Non, 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 je sais qu'il n'y a pas tant de variance là-dedans. Ouais. Tu sais, il y a des bonnes C'est réponses. dur, hein? Il n'y a pas de bonnes réponses, mais il y a quand même des réponses qui sont plus évidentes que d'autres. Je pense que dans le top, on va là. Donc, les gars, à ce moment-là, les deux autres arrivent à Oscar Piastri. Donc, on peut tout de suite passer au numéro 5. Les pilotes au numéro 5 avaient mis Oscar Piastri, justement. Donc, nous, on l'a tous déjà nommé. Fait qu'à ce moment-là, on peut dire qui qu'on met au numéro 5. Moi, je vais y aller en avance sur tout le monde. Je vais dire que c'est Lewis Hamilton, le cinquième. Septuple champion du monde. Je l'ai dit aussi, je pense pas qu'il peut encore gagner des championnats. Je pense qu'en qualification, ça m'inquiète ce que j'ai vu la saison dernière, mais j'ai pas nommé George Russell encore. Hein. Fait que je vais y aller. Mhm. Avant Lewis Hamilton, je vais y aller avec George Russell. J'ai pas le choix. Je vais avec la jeunesse. Fait que laissez faire Lewis Hamilton. J'y vais avec George Russell pour l'instant à ma cinquième Coup de position. théâtre. Ouais, coup de théâtre, revirement de situation. Martin, il va avec George Russell et a vendu le punch pour son prochain choix. Vas-y, Hey, François. pas mal. Moi, j'ai Leclerc en cinquième. Ah, OK, ben oui. Quand Parce même. que je n'ai pas encore mis Eh ben, Leclerc, hein. N'oubliez pas que Non, non, ouais, non, l'autre, c'est c'est ça. vrai, Ben c'est oui, vrai, là, c'est hein, ben vrai. oui. Il était je veux temps. dire. Il était Mais temps. c'est très dur hein, de partager des pilotes comme Ah oui. Norris, Leclerc, Russell, ces trois-là qui sont de la même, on va dire, la même cohorte, si on veut. Ouais. Euh, Ouais, la même trempe. ouais. La même trempe, la même gang, tu sais, là, ils ont évolué ensemble, là. Non, c'est ça. C'est De vrai. ton côté, Kevin, est-ce que tu y vas avec qui, toi, au cinquième rang? Moi, j'y vais avec Lando Norris. Norris parce que je ne l'ai pas encore mentionné. Parfait. Lando Norris. De ton côté, Jean-Christophe, est-ce que c'est Lando qui arrive là? Ben, comme toi, par contre, moi, j'ai déjà nommé George Russell. Moi, j'ai mis Lewis Ah, Louis, en OK, ouais. cinquième. Ouais, Ouais, ouais. moi, c'était celui-là qui était à moi. Fait que pour toi, toi, t'as déjà nommé George aussi, hein? Fait que c'est ça. C'est ça. Moi, Ouais. j'avais pas le problème de merde, je peux pas mettre Lewis avant George. Je trouve que je l'ai mis troisième, puis selon moi, il mérite. Mais Lewis, en course, il avait démontré assez. Mhm. Quand tu es capable de finir presque égal en points, avec quand même des bons écarts de qualif des fois. Sinon, c'était très près. Mais George avait toujours comme le demi-dixième en moyenne de plus en qualif, selon moi. C'est Ouais. pas grand-chose, mais c'est assez des fois pour peut-être que ce soit deux places, trois places. On ne Non, puis sait pas. C'est ça vraiment reste que, près. ça reste que c'est Lewis Hamilton. C'est un gars qui est excessivement rapide. Puis, mais Exact. là, à ce moment-là, toi, t'as pas Lando Norris encore. Donc, est-ce que tu places, on peut tout de suite aller au prochain parce que, on les a finis. Est-ce que au sixième rang, tu arrives avec Lando Norris ou pas Oui, encore? finalement, Lando est arrivé en ville avec moi en sixième, avec ses deux victoires. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même lui donner le mérite. Oui, oui. Mais selon moi, il a montré trop d'erreurs pour pouvoir être plus haut que ça.
Mais il est, Même dans ses victoires, il faisait beaucoup mais il est d'erreurs. capable d'emmener Quand sa même. voiture dans le top 5. Fait que ça, déjà là, c'est ça, faut qu'il soit pas loin de là. Donc, OK. Fait que moi, Ouais. j'y vais la même chose, là. J'y vais avec Lewis Hamilton au 6e rang. Toi, tu y vas avec Lando, c'est correct aussi. De ton côté, François, est-ce que c'est rendu autour de Lewis Hamilton d'être au 6e rang? C'était Hamilton au 6e rang également Hmm. que j'ai décrit sur ma feuille. Et de ton côté, Kevin, qui arrive au 6e rang? Certain Lewis Hamilton. Ah oui, bon, on s'entend Ouh. là-dessus. Fait qu'on peut tout de Wow. suite, on peut tout de suite passer au numéro 7. Les Mhm. pilotes au numéro 7 ont décidé de mettre eux autres qui avaient été avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au 6e, ils avaient mis Carlos Sainz. Nous autres, on n'est tous pas d'accord avec ça. Et rendu au numéro 7, il avait mis Pierre Gasly. Donc, rendu, Quand moi, même. ouais, quand même, Pierre Gasly, c'est surprenant, mais est-ce qu'on Ouais. a signifié le fait qu'il n'y a pas eu d'accident, toutes ces choses-là, est-ce qu'on a pris ça en considération? Je ne le Ouais, ouais, sais ouais. pas. Le fait qu'il ait mis sa voiture dans un top 10 régulièrement avec une Alpine, tu sais, ils sont bien placés quand même pour faire leur classement. Au 7e rang, je suis pas un fan du gars, mais je pense que Carlos Sainz mérite plus de respect que j'y en ai donné. Pas que je manque de respect, mais il mérite plus de respect maintenant. Il en fait encore, mais il fait plus les petites erreurs qu'il nous avait habitués à chaque week-end. Donc, je suis d'accord avec ça. Eux autres, ils l'ont mis 6e. Moi, je le mets 7e, Carlos Sainz. Est-ce que vous êtes Pareillement. d'accord? Ouais, Pareillement. pareillement. Il était toujours septième pour moi. Puis juste avec son épopée, là, avec son chirurgie à l'appendice, là, puis il revient en Australie, puis il gagne Ah, début de c'était fort, l'année. ça. Après les rumeurs Ferrari, ça, c'était cool, ça. C'était Ouais. très Il fort. a C'était vraiment très fort. monté dans mon estime beaucoup là, avec ça, puis il méritait au moins d'être septième, for sure. De ton côté, François? Ben, en fait, moi, en 7e, j'ai Russell. Sachez que je l'avais pas mis avant, mais Ouais. faut pas oublier que les gars de la F1 n'ont pas nommé Alonso dans leur top 6. Non. Donc, c'est sûr que moi, il va toujours avoir un petit bump là, avec les autres pilotes. Fait que j'ai Ben oui. Russell, moi, en 7e, qui n'avait pas encore été classé. De ton côté, Kevin, qui est en 7e position? Moi, j'ai placé Carlos Sainz en 7e place. Ouais, c'est ça. Fait les trois, on est d'accord. François vient rattraper avec Russell. Il n'y a pas le choix, comme il dit, il faut qu'il vienne de glisser là. Donc, au 8e rang, moi, j'y vais avec Fernando Alonso. Je l'ai dit, j'adore Fernando Alonso. Je veux le voir gagner. Je le sais à quel point il est talentueux, l'expérience qui apporte toutes ces choses-là. La seule chose, c'est que je suis obligé de me rendre il y a 43 ans. Et je l'ai vu dans les 2 dernières saisons. J'ai trouvé qu'il a ralenti à certains moments. Puis c'est même pas une insulte, c'est même pas une critique que je fais envers lui. C'est Ouais. juste normal. C'est des saisons de Mhm. 24 Grands Prix. C'est inhumain ce qu'il fait présentement. Donc pour moi, il est là, Fernando Alonso, 8e. Je sais que tu l'apprécies beaucoup, toi, Jean-Christophe aussi, Fernando Alonso. Est-ce qu'il arrive à cette position-là ou pas encore? Exactement, exactement. Les deux Espagnols qui succèdent. Ouais. Donc Alonso, encore une fois, il y a encore des éclats de brillance. Des fois, on dirait qu'on a une machine à remonter dans le temps, puis qu'on est en 2005, là. C'est C'est vraiment ça. beau à voir. Même avec une voiture peu compétitive cette année, j'ai confiance que ça va reprendre un petit peu, qu'ils vont se séparer un petit peu du peloton du milieu, là. Ils vont aller chercher des performances dans le haut top 5, peut-être top 5 à top 10 régulièrement, puis des fois Mhm. des éclats sur le podium. Ça serait cool. J'aime le voir là, Alonso. Il y a personne qui a vraiment l'engouement pour écraser un autre compétiteur comme Alonso, puis le voir le Non. faire, c'est tellement satisfaisant. Puis le voir faire ça, c'est tellement cool. Je te avec François, là. Puis je l'adore. Ouais, c'est ça. Fait que 8e de mon côté, de ton côté. Kevin, est-ce que tu places Alonso au 8e rang? Le taureau des Asturies. Et Fernando Alonso, Ah, huitième, ouais. ben, parfait. Puis toi, de ton côté, Oui, oui. François, tu es Ben, je obligé garde de. le drapeau espagnol avec Sainz. Ah, ben oui, tu l'as pas C'est mis. là que j'avais mis Sainz. Moi. Ouais. Donc, j'étais pas très loin de votre 7e. Là. Je suis en 8e pour Carlos Sainz. Moi, 9e, ça peut être une surprise ou pas, parce que je l'ai déjà mentionné à quel point je l'aime. Sa saison, encore une fois, il a prouvé à quel point il est capable d'être compétitif. J'aurais aimé le voir aller chez Red Bull, même si ce serait juste pour une saison. C'est Nico Hülkenberg. Pour, Hmm. pour moi, Ah, ben oui. j'ai pas le Mhm. choix de le placer dans Ben le oui, ben top oui. 10 des pilotes. D'ailleurs, les pilotes l'ont voté. C'est eux autres, ils l'ont mis 8e. Euh, Moi, je veux le glisser là quand même, mais j'ai d'autres pilotes. Je mets Fernando Alonso avant Hülkenberg je pense que c'est ça. Peut-être pas cette saison, mais quand même, c'est Fernando Alonso, Lewis Hamilton aussi. Donc, Nico Hülkenberg descend par rapport à ce que les pilotes ont voté, mais je le glisse là pareil, 9e pour moi, Hülkenberg. De ton côté, François, qui t'a en 9e position? J'ai Nico Hülkenberg. Ah, ben, pas de Nice. Hülken. chicane. Puis de ton Non, côté, Jean-Christophe?
Moi, j'avais Monsieur Gasly. Ah, Ça m'a Pierre! Ben vraiment oui. impressionné. Ça m'a vraiment impressionné que. C'est vrai que Lucas aussi, là, moi, il est en égalité en 10e avec Yuki aussi. Ah, OK. Il est Mais déjà rendu à son 10e. Il va vite, Jean-Christophe. C'est vrai que c'est un pilote, hein. Il est rapide, Jean-Christophe. trop rapide, trop rapide. Mais, ça m'a vraiment impressionné ce que Gasly a pu faire là, avec zéro dommage sur une voiture en Ouais. 24 courses. C'est dément. Je pense pas que les gens réalisent à quel point c'est Mais un exploit en soi. Puis, en restant compétitif et surclasser son coéquipier la grande majorité de la saison et aider un petit peu à la fin avec le fait qu'il y avait les seules améliorations à certains Amélioration. week-ends. Là. Mais t'es conséquent aussi dans tes choix parce que tu avais dit que c'était l'étoile de la saison pour toi. Mis à part Verstappen puis tout ça pour ses accomplissements, puis tu l'avais nommé Oui, 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 comme c'est vrai, mais l'étoile oui. la semaine Pierre. De ton côté, Kevin, qui t'a pris au 9e rang? Comme Je vais déjà, mentionner un certain Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg. Exact. Il aimait à la faire, celle-là. Hey, Ouais. fait que là, on est rendu déjà à la 10e position. L'émission tire à sa fin. La 10e place, vous l'avez donnée à qui? Euh, pour vrai, j'ai je vais y aller avec Pierre Gasly pour ses top 10 puis toutes ces choses-là. Dans le fond, en gros, là, on n'a pas fait de surprise à date. À moins que vous autres, vous allez en faire une, mais on a pris le même top 10 que les pilotes. On les a juste bougés un petit peu. On a juste mis les noms dans le chapeau puis on les a brassés un peu. Donc, Mhm. Pierre Gasly, numéro 10 au 10e rang, je trouve que c'est concept. Fait que j'y vais avec ça. De votre côté, je commence avec François. François, qui t'a à ta 10e position? J'ai Pierre Gasly. On s'était écartés les uns des autres au début, mais on On se s'est rejoint à retrouvés. la fin. Ouais, Là. Ah J'ai on s'est vraiment, bien raccordé. dans l'ordre, Hülkenberg est en 9 et Gasly en 10e. Là. Oui, Gasly a bien exécuté. C'est très impressionnant, comme Jean-Christophe l'a dit, au niveau de sa fiabilité, on va dire. Et puis c'est encore plus spectaculaire de savoir qu'il a ramené la voiture quand tu as Esteban Ocon comme coéquipier, parce qu'on sait dans l'historique. C'est vrai. Quand tu as Esteban Ocon comme coéquipier, il y a de fortes chances que tu te déboîtes ta voiture. Puis à Monaco, il a été très chanceux. Très chanceux, oui. Il y a encore du monde qui sont un peu sceptiques, qui n'a pas causé, ben, sans les causer lui-même, qui n'a pas eu des petits dommages sur sa voiture qui ont coûté un peu d'argent, là. De ton côté, Jean-Christophe, qui t'a à la 10e position? Oui, exact. J'ai dit brièvement, mais j'avais vraiment en égalité Yuki pour avoir Ah oui, c'est vrai, tu viens de me le dire. terminé la carrière de Daniel Ricciardo. Ouais, Je pense pas qu'il y ait assez de crédit pour ça. Littéralement, il l'a il l'a rincé, il ouais. l'a il l'a amené en arrière de la grange puis il l'a tiré. Là. C'est vraiment triste ce qui est OK. arrivé. Moi, je disais rincé, là, mais OK, on va dire, Comme c'est un vieux très bon. chien. Ah C'est ouais, c'est trop ça. imagé. Mais c'est vrai, c'est ça qu'il a fait. Puis en égalité avec M. Hülkenberg, il était phénoménal en qualif avec une voiture de chien, un comportement de chien, vraiment euh, tout le temps en train de surclasser Magnussen. Et Magnussen était connu comme quelqu'un de plutôt fort en qualification jusqu'à là. Jusqu'à là. Encore une fois, lui aussi De ton côté, était, Kevin? plus là. Pierre, Gars, Ah, Gasly. Pierre Gasly. Ben oui, c'est bon. C'est ça. Numéro 10, 10e. Fait que, en gros, les pilotes se sont pas trompés. Ils ont choisi les bons noms, sauf que nous autres, on a juste décidé qu'ils étaient pas dans le bon ordre. Ils ont Mhm. juste replacé un petit peu pis tout ça. Ben les gars, messieurs, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que les auditeurs ont apprécié. Puis j'ai aucun doute qu'ils vont aimer le petit jeu qu'on s'est prêté aujourd'hui et les sujets qu'on a fait le tour. Bien sûr, vous allez être de retour pour notre saison 2025 qui va s'entamer déjà très bientôt. Hein. On parle le 18, ça va être le lancement des voitures. Donc, il me reste pas beaucoup de temps là, pour vous souhaiter un bon quelques semaines de congé qui restent. Et puis, portez-vous bien, faites attention à vous. Puis, on veut vous revoir en pleine santé pour notre lancement de la saison. J'ai pas encore déterminé la date, là, fait que restez à l'affût là, un peu tout le monde. Là. On va être capable de se reparler très bientôt, dépendamment de l'actualité, tout ce qui va se passer puis tout ça. Donc, je commence par toi, Kevin, en espérant que tu vas être capable de nous faire un beau salut sans écho. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Les gens vont être capables de continuer à te lire. Il y a d'autres chroniques qui s'en viennent là, En route vers 2025 qui vont être publiées dans les prochains jours. super, merci beaucoup. À vous tous, c'était un très grand plaisir. Merci aussi, François, d'être venu encore aujourd'hui, notre recrue de l'année. Je sais à quel point que les gens t'ont apprécié la saison passée. Je t'apprécie aussi beaucoup. C'était le fun de t'avoir, de te rejoindre à notre équipe, à Kevin et Jean-Christophe. Et j'ai bien hâte d'échanger des discussions avec toi cette année aussi. Ben, merci à vous autres. C'est vraiment, sérieusement, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir faire partie de cette équipe-là. Merci encore aussi, je vous le dis, pour vos petits quiz là, que vous amenez une fois de temps en temps. Là. Ah oui, Moi, je les fais sans tricher, puis des ouais. fois, je me trompe un peu. Mais j'ai vraiment du fun. Fait que continuez à en faire parce que
ça égaye mes journées de fin de semaine, puis je suis toujours bien chaud à l'idée de remplir ça. Puis salutations là, aux auditeurs. Là, on va être au rendez-vous cette année. Les défis de la grille qui sont Ouais, des défis de disponibles la grille. disponibles les samedis. Vous pouvez, ça travaille un peu votre mémoire. Il y en a qui les trouvent faciles, il y en a d'autres qui ça les fait travailler un petit peu. Moi, ce que j'aime, c'est que ça nous rappelle des souvenirs. Des fois, on fait ah oui, oui, lui a été là, lui était là. Ça nous fait travailler un petit peu. Donc, c'est pour ça c'était une idée de Kevin. C'est Kevin qui m'avait emmené ça. Puis, vous savez, avec les connaissances de Kevin, ben, c'était beaucoup trop compliqué quand c'était lui qui les faisait, là. Ouais, c'est Là, ça. là, j'ai dit, Kevin, on commencera pas à faire saigner du nez le monde le samedi matin, là, quand même. Fait que C'est là, lui qui me corrige, hein, by the way. ah, C'est ben comme, oui, hey, oui, 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 professeur Kevin, j'ai-tu correct? c'est Puis, ça. hey, faites attention comment vous écrivez vos choses, hein, parce que l'autre fois, tu as dit non, il a gagné 5 fois. Je suis très au courant que Senna a gagné 5 fois Monaco, Ouais. c'est ça, hein, c'était 5. Ouais. Mais ça dit j'ai gagné une fois le Grand Prix de Monaco, mais pas une seule fois. Donc là, j'étais tout. Non, mais il semble que la phrase se tournait bien, mais on t'a pas mis de faute non plus. Kevin Saucier sévère. Kevin Saucier sévère, mais moi, C'est je correct. Mais à ce temps, je ouais, fais plus attention à ça. Je dis, hey, c'est-tu une ou deux? Tu sais, Mais ouais, j'écris, là, c'est ça. j'écris. Mais la case, Martin, oui, vas-y, Martin, tu Kevin. voulais que je sois sévère. Ayrton Senna a gagné Monaco 6 fois. C'est 6, C'est ouais, ok, ça. c'est ça. Bon, Il me c'est ça. semblait Ah, écoute, aussi. hey, moi, Ah. je voulais le laisser aller. Mais je savais que c'était plus qu'une, en tout cas, Ouais, là. je voulais le laisser aller, mais C'est écoute, bon. c'est bon, François, t'as vu? Ok, bon. Mm. T'as vu, il y a plus sévère que moi. Ben, OK, ma phrase de cette année qui va le plus arriver, c'est Kevin va me corriger si je me trompe, mais ouais. paraît-il que. Puis ça va être. Ben, c'est ça. Maintenant, je fais les grilles. Mais c'est l'idée à Kevin, mais j'essaie de les faire pour que tout le monde puisse jouer un petit Oui, peu, oui, il faut que tout puis, le monde puisse. puis en apprendre un peu Sans plus. tricher. Mais un jour, on va être capable d'avoir un calibre un peu plus relevé. Là. Je vais faire appel à Kevin, mais je vous dis, là, il y en a qui vont saigner du nez le samedi matin, c'est certain. Je vais de ton côté, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Notre pilote au F1 Podcast. Si un jour on a une écurie où on fait des compétitions de karting, c'est sans aucun doute que c'est toi qui vas se retrouver derrière le volant. Puis après ça, on va envoyer François. Puis après ça, ben, ça sera à la courte paille entre moi et Kevin. Exact. Peut-être, encore une fois, je vais reprendre un peu de ce que vous dites et l'agrémenter, c'est toujours un plaisir. Un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous. C'est vraiment avoir des belles discussions animées comme ça, puis de toucher sur des points qu'on pense tous, mais on parle pas à moins qu'on parle à quelqu'un qui est autant intéressé par la course de la F1 que nous. C'est toujours bien, bien cool. Donc, cheers à une belle saison 2025. Ben, merci beaucoup, les boys. À la prochaine et on se retrouve très bientôt. Au revoir. C'est ce qui conclut cet épisode spécial entre deux saisons. J'espère que ça vous a plu. Et question d'être au rendez-vous pour notre lancement officiel de la saison 3. Je vous invite à nous rejoindre et à nous suivre sur Spotify et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.